Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de géopolitique, de la chaire de géopolitique du risque consacré cette année aux technologies et aux incertitudes. Donc pour ceux qui n'étaient peut-être pas là lors de la séance inaugurale, nous avons eu l'occasion d'écouter débattre deux personnalités, à savoir Frédéric Worms et l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem. Pour cette seconde séance, donc, nous avons la joie de recevoir également deux personnes qui vont débattre autour de la notion d'intelligence artificielle cette fois-ci, ainsi que de l'innovation responsable. Alors, ce que je vous propose, c'est de les présenter rapidement, pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore. Et puis, je vous en prie, entrez. Pour ceux donc, qui ne les connaîtraient pas encore. Ensuite, je laisserai la parole donc, au professeur Burgess pour introduire de manière très brève, évidemment, cette séance, parce que le but, c'est évidemment d'écouter nos invités parler. Et puis, donc, chacun des invités nous fera une petite présentation de 20-25 minutes. Ensuite, nous engagerons une discussion et nous vous laisserons, bien sûr, la possibilité de poser également vos questions à nos invités. Donc très rapidement, je vais peut-être commencer par Cécile Wending, donc, qui va bientôt nous rejoindre. Donc elle est docteure en sciences politiques, mais nous l'accueillons aujourd'hui sous son étiquette donc, de directrice de la prospective chez AXA. Donc c'est son rôle c'est son rôle en tout cas en tant que directrice de la prospective, c'est de s'intéresser au futur au pluriel ici. Donc cela signifie d'anticiper les tendances et les tournants technologiques et humains de demain. Ici, dans ce cadre, elle a entre autres eu l'occasion de travailler sur l'avenir de l'intelligence artificielle, mais également l'éthique des algorithmes, le développement potentiel de la blockchain, l'avenir de la question de la confiance, l'avenir du travail ou encore sur celui des voitures sans conducteur. Par ailleurs, elle a également eu l'occasion d'intervenir dans différentes organisations telles que la Commission européenne et l'OCDE, donc évidemment en tant qu'experte de ces sujets-là, ainsi que comme enseignante à Polytechnique ou encore Sciences Po Paris. Pour ce qui est donc de notre deuxième invité, Romain Pigenel, vous êtes ancien normalien, diplômé notamment en philosophie et en psychologie, et vous êtes cofondateur et associé de Future.io, cabinet de conseil en innovation. Vous avez surtout travaillé pendant 10 ans dans la communication et le digital public en France, notamment en tant que conseiller du président de la République, ainsi que comme directeur adjoint en charge du numérique du service d'information du gouvernement. Dans ce cadre-là, vous êtes spécialiste de la digitalisation des institutions et de l'information, et de fait, vous menez une réflexion sur les effets de la révolution numérique sur la société et la régulation, réciproquement, des nouvelles technologies par le corps social, avec cette double approche, justement, qui nous intéresse ici, de théoricien et de praticien. Vous êtes par ailleurs également enseignant à Sciences Po et au CELSA, et également blogueur. Voilà, donc je laisse la parole au professeur Burgess pour introduire cette séance. Très membres de mon côté aussi, bonsoir à vous tous, merci d'être venus, merci à Romain, je dirai bientôt merci à Cécile d'être ici. Juste deux mots très rapides sur la chaire AXA géopolitique du risque. La fonction de la chaire, c'est vraiment de mettre en relief les manières dont le risque et l'incertitude jouent un rôle dans les différents domaines de la connaissance, de la production de la connaissance aujourd'hui. Ce n'est pas une chaire de géopolitique, c'est presque une chaire d'anti-géopolitique, dans le sens où on n'étudie pas la manière dont il y a différents risques, différents dangers qui font l'objet de la géopolitique. C'est plutôt comment le risque, les incertitudes se géopolitisent. Donc, comment il devient les forces politiques et géopolitiques aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant de parler de l'incertitude par rapport à l'innovation responsable et l'IA. Du côté de l'innovation, il va de soi que l'incertitude joue un rôle capital. Donc, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas d'incertitude. C'est une espèce de dialectique même entre les deux. L'innovation est nourrie même par l'incertitude. Il a besoin de l'incertitude pour faire son travail, sa réflexion.
c'est une vision aussi de la commerce, du capitalisme même, qu'il faut qu'il y ait du risque pour faire avancer les mesures économiques et scientifiques dans la société en général. Quant à l'IA, l'intelligence artificielle, là, j'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des incertitudes selon plusieurs axes. On n'est même pas d'accord sur ce que c'est, ce que ça peut vouloir dire. Donc, incertitude dans la conscience publique, dans la conscience scientifique, pour les éthiciens, pour la classe politique, dans tous les sens, effectivement. Je ne vais pas essayer d'analyser cela ici aujourd'hui parce qu'on a l'opportunité d'écouter Romain et Cécile sur ce sujet. Donc je donne tout de suite la parole à Romain avec mes remerciements. Merci. Désolé pour le petit retard, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Ce que je vais faire, je vais commencer moi par introduire un peu sur la problématique d'innovation responsable en général, en essayant un peu de définir le terme pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Je ne reviendrai pas sur l'innovation, puisque sinon on pourrait repartir à l'infini en régression de définition, et le professeur vient de le faire. Et puis après, dans un deuxième temps, je me concentrerai plus, même si j'en parlerai auparavant, sur les problématiques qui sont typiquement liées à l'IA. Alors déjà, pour être tout à fait d'accord sur les termes, qu'est-ce qu'on entend par innovation responsable ? Il y a, je crois, peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de préciser, ce n'est pas la même chose que ce qu'on pourrait appeler la responsabilité sociale, pour reprendre d'autres mots à la mode, ou pour reprendre encore un terme, un anglicisme encore plus à la mode, ce qu'on appelle la tech for good, c'est-à-dire une innovation qui aurait pour finalité première de servir alors des sujets RSE du type de la technologie au service de l'environnement, au service de l'amélioration des conditions sociales, etc. Quand on parle d'innovation responsable, d'abord, donc, on ne se limite pas à ce petit spectre des innovations sociales, mais on essaie de voir comment de mesurer l'impact de tout type d'innovation, même s'il ne prétendait pas avoir un impact social particulier, et surtout son impact de tous les stades de développement, c'est-à-dire depuis le moment où on commence à la concevoir, jusqu'au stade de production, comment elle est produite, jusqu'après à l'étape finale de la commercialisation. Puisque, comme le disait le professeur, on parle bien d'innovation dans un sens aussi de merchandising, et d'arriver à concevoir de nouveaux produits qui répondent à de nouveaux besoins. Si on joue un peu sur les concepts, d'ailleurs, on peut voir qu'on peut avoir une innovation sociale qui ne soit pas responsable. Alors, j'ai pris un exemple type hors IA, mais qui permet de bien comprendre cette différence-là. Si on dit on arrive à produire à bas coût énormément de voitures pour permettre aux populations éloignées de l'emploi d'avoir de la mobilité, de pouvoir aller travailler plus loin d'où elles habitent, on voit très bien que si ces voitures-là ne sont pas par ailleurs faites de manière écologique, si elles n'en font pas attention à leur impact sur la pollution, on aura une innovation qui sera peut-être sociale, mais qui ne sera pas une innovation responsable. Si on prend un exemple qui est, pour le coup, qui revient vraiment sur l'IA et qui permet de comprendre un peu cette distinction, on peut prendre l'exemple de la reconnaissance d'image. Alors, je ne vais pas le développer outre mesure parce que je pense que ma co-intervenante reviendra dessus et surtout qu'on aura l'occasion d'en reparler dans la discussion. Donc, vous savez qu'une des principales utilisations de l'IA, c'est permettre donc à des systèmes informatiques d'interpréter des images et de savoir est-ce que telle image, dessus on voit une voiture, un être humain et autres. Donc, là, on parle d'une innovation récente, extrêmement répandue, par exemple Google l'utilise beaucoup, qui n'a pas de prétention particulière à avoir un impact social. C'est une technologie qui est neutre, on pourrait dire qu'elle est laïque d'un certain point de vue. Elle peut servir aussi bien à des choses très simples qui sont par exemple le moteur de recherche Google, donc permettre d'identifier des images. Vous savez, maintenant Google donne par exemple des tags, fait de l'interprétation automatique, on vous dira sur telle image il y a un poisson, une voiture, etc. D'ailleurs, mais j'en reparlerai, dans une autre entreprise qui fait beaucoup d'intelligence artificielle qui s'appelle Microsoft, dans PowerPoint maintenant, vous avez aussi cette fonctionnalité, et quand vous postez une image dans votre PowerPoint, vous avez souvent des indications qui vous disent là, on vous propose un texte de remplacement, et avec de l'analyse pour dire quel type d'objet il y a sur l'image. Donc là, c'est une technologie qui peut servir à faire des choses comme ça qui sont ni bonnes ni mauvaises neutres, qui peut aussi servir évidemment à des usages beaucoup plus contestables, qui sont, alors, ou pas d'ailleurs, de la surveillance, de la vidéosurveillance, du contrôle, ou même des usages militaires, avec un exemple qu'on aime bien prendre quand on parle un peu de manière sensationnaliste d'IA, qui est la reconnaissance d'individus pour faire des frappes ciblées, de drones, etc. Donc on a une technologie qui, en soi, n'a pas une finalité qui est spécialement positive. Est-ce à dire qu'on peut, en revanche, la traiter de façon responsable ? Oui. Alors, je mets de côté l'exemple de l'usage de l'IA militaire, mais si on reprend l'exemple très simple de Google qui fait des analyses d'images, alors là encore, on va en reparler j'imagine, mais vous savez que si on essaie de définir l'IA,
ou comment elle fonctionne, enfin, comment est-ce qu'on nourrit une IA pour la faire évoluer? Eh ben, on l'a fait travailler, apprendre sur des énormes quantités de données. C'est pour ça qu'il y a un lien très important entre IA et Big Data. Et dont la manière dont votre intelligence artificielle va s'éduquer avec ce qu'on appelle le machine learning et va évoluer est totalement dépendant de la nourriture que vous lui donnez, c'est-à-dire de la reconnaissance d'images, des images sur lesquelles vous la faites travailler. On a dans le jargon technologique, on dit garbage in, garbage out. Donc littéralement, si vous donnez des mauvaises données à votre IA pour la faire apprendre, il en ressortira derrière des conséquences qui ne sont pas bonnes. Et alors ça, c'est un exemple assez récent, alors qui est un exemple qui s'est reproduit d'ailleurs. En 2015, il y avait eu un utilisateur de Google qui s'était plaint sur les réseaux sociaux et le post est devenu viral, c'était sur Twitter je crois d'ailleurs, voilà, avait beaucoup tourné parce qu'il était tombé sur un cas où une photo, alors je ne sais plus si c'était une photo de lui-même ou je crois que c'est une photo de deux de ses amis qui étaient donc vous voyez, je me rends compte que c'est pas très clair à l'écran, peut-être qu'on pourrait éteindre la lumière ou... Non, je crois qu'elle est... Bon. Sinon je vais vous décrire, donc voilà, vous avez cet utilisateur de Google qui poste sur Twitter plusieurs photos qui ont été passées à la moulinette de Google Images et sur lesquelles il y a l'interprétation sémantique qui est faite. Donc là, vous avez skyscrapers, donc des buildings, ok, des avions. Et là, vous avez donc un homme et une femme noire. Et qu'est-ce que sort Google? Gorillas. Donc Google a interprété ces deux images-là comme étant des images de gorilles. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Pour le coup, il y a une littérature qui est disponible sur ce cas. D'ailleurs, je me souviens que les ingénieurs de Google étaient allés répondre sur les réseaux sociaux à ce post pour essayer justement de démonter, vous imaginez l'effet que ça pouvait avoir, Google est raciste, etc. Mais on est dans un exemple typique où, alors probablement, parce que d'ailleurs je ne crois pas que toutes les informations avaient été sorties sur ce qui s'était passé, ou sans doute que l'intelligence artificielle de Google avait été mal nourrie dans sa conception, avec de mauvaises data, je vais revenir après sur ce que j'entends par là, et en venait donc à confondre une photo d'individu de couleur noire avec une photo de gorille. Alors ça, c'est une donnée assez robuste, et là encore, je crois que c'est Sylvain Ling en reparlera de manière un peu plus approfondie, mais on sait typiquement que pour tout ce qui est reconnaissance d'image, très souvent, les IA sont nourries avec beaucoup plus de photos d'hommes blancs, en proportion. Donc elles sont plus aptes à reconnaître avec un bon taux, avec un faible taux d'erreur, des images d'individus hommes et blancs. Quand vous soumettez, alors encore une fois en moyenne, à une intelligence artificielle, notamment celles qui sont produites par Google, par Microsoft, des images comment dirais-je, qui ne rentrent pas dans ce cas, donc par exemple d'une femme ou alors d'un individu qui n'est pas blanc, il y avait une étude intéressante qui est sortie là-dessus il y a quelques temps, un taux de réussite d'interprétation, alors qui n'est pas infiniment moins bon, mais je crois qu'on passe de 95% de précision à quelque chose comme 75-70% selon les cas. Donc ça montre bien que là, on est aussi sur un cas typique, parce que si vous vous intéressez un tout petit peu à ces sujets, vous savez que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, à savoir comment est-ce qu'on fait pour ne pas retranscrire dans l'intelligence artificielle les biais sociaux qui sont que dans la société, on va favoriser, alors ça, c'est encore un autre débat, mais par exemple les individus mâles blancs, etc. Et là, on voit bien, pour revenir sur mon point de départ, une innovation qui n'a pas été faite de manière totalement responsable, à savoir que même si son but en soi n'était pas d'être une innovation pour le bien commun, on voit bien que dans ces étapes de fabrication, il y a malgré tout des endroits où il faudrait surveiller si elle enfreint ou pas des règles qui pour le coup ont rapport au bien public, et notamment interpréter correctement une image, qu'elle soit l'image d'un homme blanc ou d'un homme noir, etc. Donc, différence entre une innovation qui soit responsable sur toute sa chaîne de production et une innovation qui soit uniquement à finalité de responsabilité. Et là, on parle bien donc de l'innovation responsable en général. Alors comment est-ce qu'on peut innover, comment s'assurer qu'on innove de façon responsable? Et là encore, c'est vrai précisément pour les sujets de technologie et d'intelligence artificielle, mais comme vous le voyez, ces trois axes-là, ou comme vous allez le voir, fonctionneraient en fait pour tout type d'innovation. Alors il y a trois axes fondamentaux, alors peut-être triviaux, mais qui me semblent importants de rappeler. D'abord, se demander premièrement si... Alors, on parle d'innovation dans le domaine de la production industrielle commerciale, donc elle répond en général à un besoin. Donc, premièrement, est-ce qu'il est pertinent de se répondre à ce besoin? Alors, ça, c'est vraiment la question de numéro 1. Alors, on peut imaginer toute une série de cas où on éliminerait directement on répondrait par non si c'était des besoins qui étaient directement illégaux, malfaisants, etc. Mais dans beaucoup de cas qui sont relatifs à de l'innovation faite par des entreprises de haute technologie ou autres, elles répondent à un besoin réel qui est faire une recherche sur Internet, identification d'images, etc.
C'est les deux questions suivantes qui sont plus intéressantes. Première question, c'est quelles vont être en fait les conséquences de l'innovation qu'on va apporter pour répondre à ce besoin, et en tout cas l'impact direct de cette innovation sur les bénéficiaires. Après, sur la slide suivante, j'ai un exemple un peu plus concret, mais juste pour terminer, troisième point et troisième question, quelles vont être les conséquences indirectes de l'innovation? Alors indirect, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le mode de vie, sur le contexte où elle va être déployée, et pour dire les choses plus simplement, sur tout ce qui ne sont pas les utilisateurs directs. Exemple très simple à comprendre là-dessus, introduire une plus grande fréquence d'avions low cost sur un aéroport, ça amène toute une série d'intérêts directs pour les utilisateurs de l'avion, donc ils pourront plus voyager, ils pourront avoir accès à des horaires plus réguliers, etc. Mais évidemment, là encore un exemple trivial mais qui permet de bien comprendre, ça aura toute une série de conséquences néfastes sur l'environnement, sur les habitants à côté, sur la pollution, sur la nuisance sonore, etc. J'avais mis un exemple, alors qui est pour le coup pas du tout IA et pas du tout haute technologie, mais qui permet aussi un peu de bien saisir les problématiques qui sont posées par ce type de questionnement et qui montrent qu'on n'est pas toujours dans une trivialité totale. C'est par exemple sur l'exemple de la climatisation. Alors dans les voitures, mais pour le cas, et comme souvent, quand on regarde les histoires d'innovation, souvent elles sont inventées pour un autre usage et puis elles évoluent au travers du temps. Le premier système de climatisation, il est inventé en 1845 pour des problématiques donc de voitures à cheval, et c'est fait de façon tout à fait artisanale. Alors j'avais noté, c'est donc on avait installé une caisse avec de la glace, avec un système de ventilateur pour envoyer de l'air frais dans la carriole derrière. Donc on était plutôt dans l'ordre justement de l'invention que de l'innovation, c'est-à-dire une réponse habile, un peu bricolée par rapport à une problématique qui n'était pas une problématique énorme, parce que tout le monde n'avait pas une carriole à disposition, et il y avait bien d'autres problèmes que faire face à un air qui était trop chaud ou autre. Plusieurs années passent, et évidemment avec l'invention de la voiture, cette invention justement première de la climatisation, qui était au début probablement un peu folklorique, faite sur un cas unique et non reproduite et non massifiée, va devenir beaucoup plus intéressante et utile. Et on a en fait dans les années 30 les premières applications de systèmes de climatisation, d'abord aux voitures de manière un peu épisodique, et puis ensuite le début de la standardisation, c'est-à-dire du déploiement en série. Je vous ai remis là un petit extrait, alors encore ça ne va pas être super visible, mais de magazines de sciences populaires de l'époque américaine des années 30, où on montre l'invention de ce système. Il faut attendre en fait 1957 pour que Chrysler mette en place la standardisation de la climatisation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se développer de manière extrêmement rapide dans le domaine américain. Je crois qu'on arrivait déjà à des taux de l'ordre, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne les ai pas notés, mais peut-être de... Pardon. Ah, d'accord. De taux peut-être de 80% sur les voitures dans le sud des États-Unis dans les années 60-70, à vérifier parce que j'ai pas pris le soin de noter, alors qu'en France et en Europe, pour atteindre des scores équivalents, il faut attendre au mieux la fin des années 80 et plus précisément les années 90. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, il y a plusieurs choses. D'abord, on se rend compte que quand on crée une innovation, pour la première fois, même si quand on remonte au 19e, on est plutôt dans le cadre de l'invention, il est extrêmement... Alors à la fois, il est nécessaire et extrêmement compliqué d'imaginer le chemin critique qui va être suivi après et quel va être le parcours qui va être suivi. En l'occurrence, on parlait encore une fois de quelque chose qui est plus de l'ordre de l'invention folklorique anecdotique et qui va... 50 ans, et même plus précisément un siècle après, devenir un standard, et un standard au sens industriel, c'est-à-dire proposé en série dans des voitures, appliqué de manière massive, tant et si bien qu'aujourd'hui, même en Europe, sur la plupart des véhicules, on vous proposera ça, ce type de système, même pas en option, mais de manière, je dirais, quasiment automatique. Donc, problématique d'arriver à se projeter, et se projeter sur le fait que l'innovation, si elle fonctionne, peut très bien dépasser votre intention initiale, et atteindre des effets de massification, d'échapper à une sectorisation technologique d'usage qui peuvent être extrêmement forts, et on le voit dans ce cas-là. Le deuxième cas, c'est que vous avez aussi à prendre en compte, et on le reverra tout de suite après, et ça c'est plus compliqué, le fait qu'il peut y avoir des risques que vous ne suspectez pas du tout à l'époque où vous créez votre invention ou votre innovation, qui vont être révélés par la science bien plus tard, et sur lesquels vous allez avoir effectivement une causalité morale et fonctionnelle qui est lourde. Et évidemment, là, je parle de la pollution. Alors, vous connaissez ça par cœur, j'ai remis quelques chiffres sur le poids de la climatisation dans les émissions de CO2, et donc dans l'effet de serre, etc. Donc, on a ici la problématique donc, du temps long.
Et la problématique après aussi de la difficulté de remettre en cause justement une innovation qui n'a pas été pensée de manière responsable, c'est-à-dire je ne sais pas que c'est d'ailleurs possible de le faire, mais en ne prenant pas en compte ses impacts à temps long, l'impact qu'elle pouvait avoir sur des secteurs qui n'étaient pas imaginés à l'époque, et qu'une fois qu'elle est en place, et c'est le cas justement de tout ce qui est climatisation de voitures, c'est extrêmement compliqué de faire après, pour faire un anglicisme, un rollback et de se responsabiliser a posteriori pour dire on va finalement abandonner une technologie puisqu'elle est là, elle est appliquée, et après il y a des effets évidemment de déresponsabilisation qui font que pourquoi est-ce que moi je m'en séparerais alors que finalement c'est la masse de toutes les causalités de toutes les voitures qui sont climatisées qui produisent l'effet de serre. Alors, ensuite, je vous ai reproduit, et je ne vais évidemment pas vous en infliger la lecture, d'autant plus que vous pouvez retrouver l'article, cette source-là, je crois même, elle est disponible en ligne gratuitement. C'est une traduction et une adaptation d'un framework, donc c'est une tentative, dans un article scientifique de 2013, d'essayer de mettre en place une espèce de cadre de pensée pour systématiser ce que pourrait être finalement une innovation responsable. Alors c'est un article très intéressant qui par ailleurs fait un peu justement la somme de beaucoup de travaux préalables à la fois de terrain et plus réflexifs sur le sujet. Et dedans il y a deux tableaux que je vous ai traduits et reproduits et qui à mon avis sont intéressants. Premier tableau dans cet article-là, c'est quelles sont les questions qui, à la fois que devraient se poser les inventeurs. Alors dans l'article, on parle à la fois des chercheurs et des innovateurs technologiques, plus je dirais plus dans la recherche appliquée, mais globalement, je pense que vous verrez que les catégories valent un peu pour les deux types de population. Et puis, encore plus précisément, et un peu plus précis et intéressant, sur la slide suivante, alors là, ce sera vraiment microscopique et illisible, le framework proposé en tant que tel, c'est-à-dire une méthode avec quatre catégories et des sous-items, une espèce de crible, de boîte à outils pour essayer d'évaluer justement la responsabilité d'une innovation. Alors déjà sur les questions qui sont, vous l'aurez compris, qui nourrissent et qui appuient le cadre qui est proposé après, alors il y a trois catégories de questions. Il y a des questions sur le produit, l'innovation, sur le processus d'innovation et puis sur l'objectif de l'innovation. Alors, sur le produit, il y a des choses qui sont évidentes, j'insiste pas, et sur lesquelles on a déjà un peu discuté auparavant. Donc, équilibre risque-bénéfice, quel autre effet on peut anticiper, tout ça c'est évident. Deux questions très intéressantes à la fin. Qu'est-ce que nous ne savons pas, cette innovation, et qu'est-ce que nous pourrions bien ne jamais savoir? Et là, alors, c'est évidemment des questions qui sont peut-être des questions totalement impossibles à répondre, mais qui mettent bien en exergue ce que je disais avec mon exemple préalable émissions de carbone, climatisation, etc. La difficulté pour faire justement de la prévision, de la prospective sur les conséquences, donc sur la responsabilité de l'innovation, c'est imaginer qu'est-ce qui va pouvoir se passer, qu'est-ce qu'on, à la fois aussi comme champ de connaissances qu'on n'a pas encore actuellement à l'esprit, ou des faits quand cette innovation, en se développant, va rencontrer de nouvelles populations, de nouveaux territoires. Et là, on a besoin d'avoir une démarche prospectiviste qui est extrêmement ouverte et qui dépasse simplement une espèce de plan stratégique. Et on y revient sur la page suivante, mais c'est là, par exemple, que des méthodes issues de la littérature, même de la science-fiction, peuvent être intéressantes pour essayer de projeter les conséquences d'une innovation et essayer de voir, au-delà des schémas de pensée habituels, qu'est-ce qu'elle pourrait produire si on la testait en raisonnement un peu contrefactuel ou en what if. C'est tout ce qui est de l'ordre aussi de l'utopie, de ce genre de méthode littéraire, pour voir vraiment quelles sont les conséquences quand on tire le fil le plus loin possible. Après, il y a des questions sur le process, une première série risque-bénéfice, là encore, j'insiste pas, mais d'autres questions qui sont importantes: qui dirige, qui participe, et surtout, là c'est évidemment, on touche d'ailleurs déjà au terrain légal, qui assumera les responsabilités si l'innovation tourne mal. Question enfin, série de questions sur l'objectif, et là on est dans une démarche qui est presque plus une appréhension propre, je dirais, de sociologie ou de sociologie critique. Pourquoi les chercheurs ou innovateurs développent cette innovation? Est-ce que leurs motivations sont transparentes d'une part, et deuxièmement conformes à l'intérêt public, ou du moins à l'intérêt du plus grand nombre? On peut en discuter. Qui en bénéficiera? Et là, évidemment, là encore, il y a un travail à faire, puisqu'il est évident qu'entre les bénéficiaires conçus ou annoncés publiquement dans une démarche marketing ou commerciale, il peut y avoir une énorme différence entre les bénéficiaires réels, et on pourrait parler de la manière dont Google ou Facebook récoltent les données personnelles, mais on y reviendra un peu plus loin. Que vont-ils gagner, ces innovateurs? Et enfin, une autre question fondamentale, quelles sont les alternatives? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait d'autres manières de faire qui permettraient d'annuler tel ou tel effet négatif qu'on aurait vu dans cet exercice de prospective un peu général?
Après, beaucoup plus intéressant et malheureusement beaucoup moins lisible, je ne sais pas s'il faut y voir là une espèce de morale divine qui s'applique, c'est le schéma d'interprétation générale que proposent donc ces chercheurs dans ce papier. Alors, quatre thématiques, anticipation, réflexivité, inclusion, réactivité. Alors, ce qui est très intéressant surtout, c'est la colonne de gauche. Là encore, je vais vous en faire un petit survol et puis vous pourrez vous reporter au papier pour approfondir. Anticipation. Alors, dans la colonne que vous avez ici, à chaque fois, c'est là où il y a le côté boîte à outils. Il propose donc, où il recense d'ailleurs des méthodes, des méthodologies qui permettent justement de nourrir cette espèce de crible pour garantir la responsabilité sur l'innovation, ou du moins essayer de voir si les risques qu'elle propose. Donc, anticipation, c'est tous les outils qui vont permettre de faire justement cet exercice prospectiviste. Alors, dedans, notamment, il mentionne les techniques socio-littéraires, et là, c'est quelque chose qui est très en vogue depuis quelques années. Il y a eu là-dessus à Paris d'ailleurs pas mal de conférences débats ces derniers temps. Il y a aussi une littérature, vous connaissez peut-être une revue comme Ouzbek Erika, par exemple, qui est un journal français, qui marche d'ailleurs très très bien, qui vient d'ouvrir sa version américaine, et qui est entièrement justement versé dans cette espèce de... Enfin, ils font pas que ça, mais ils font de la prospective, et ils font beaucoup justement d'appels à ce qui est littérature, etc., pour essayer d'imaginer quels sont les impacts et la responsabilité liée à tel ou tel type d'innovation. Il y a une deuxième catégorie d'outils qu'ils appellent la réflexivité. Alors là, on est proche notamment d'un sujet dont on pourra parler, qui est toute la question des humanités digitales. C'est comment est-ce qu'on amène chercheurs, innovateurs, inventeurs à avoir une démarche réflexive, donc une démarche de sciences humaines, c'est-à-dire interroger de manière critique, prendre un pas de côté pour soumettre justement à des questionnements d'ordre philosophique, sociologique, la démarche qu'ils sont en train de faire. Alors là, ils proposent plusieurs pistes. Il y a d'abord le développement de tout ce qui est multidisciplinarité, le fait d'avoir, et je crois que ma voisine pourra en parler, des éthiciens ou des sociologues qui soient embarqués au sein des équipes d'innovation pour ne pas avoir un rapport extérieur, mais pour déjà interroger les processus, les méthodes utilisées pendant qu'ils sont en train d'être faits. Tout ce qui est évaluation éthique de la technologie, et puis après des outils qui sont des outils qu'on voit beaucoup sur l'IA en ce moment, qui sont des codes de conduite ou des moratoires. On prend un exemple après, mais ça, si vous suivez un peu l'actualité, vous voyez que c'est la grande mode. Alors je dis grande mode parce qu'on peut parfois peut-être s'interroger sur l'authenticité ou la raison véritable derrière ce genre de démarche, mais il y a généralement beaucoup de collectifs, y compris du monde des producteurs d'IA, qui sortent des textes et déclarations pour dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, voilà le code de conduite que nous allons suivre, etc. Troisième partie, l'inclusion. Ça, c'est tout ce qui est, qui a trait à tout ce qui est on va dire, pour prendre un mot qui en France maintenant est un peu grillé, mais c'est un peu de ça qu'il s'agit, la démocratie participative ou, disons, la science participative. Alors, c'est des outils classiques en sciences comme les conférences de consensus, c'est des jurys et panels citoyens pour aller essayer justement d'imbriquer dans les processus de décision. Alors là, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est recherche institutionnelle ou publique, les citoyens ou les personnes qui peuvent en être les bénéficiaires ou les victimes. Aussi les méthodes délibératives, l'inclusion de non-spécialistes dans les comités de suivi scientifique, et puis aussi toute quelque chose qui a beaucoup le vent en poupe actuellement, alors qui est un peu un buzzword qui veut tout et rien dire, mais qui est important, c'est tout ce qu'on appelle l'innovation ouverte, c'est-à-dire, et on y revient sur la petite élément en dessous, comment est-ce qu'on ouvre, notamment du côté des droits et de l'accès des données, son innovation à la critique générale, au fait que des développeurs, par exemple, ou des scientifiques extérieurs à sa propre unité de recherche ou d'innovation, vont pouvoir avoir accès à la boîte noire de ce qu'on fait, ou ouvrir le capot et pouvoir proposer des améliorations autres. Dans le domaine du développement, par exemple, c'est quelque chose de développement informatique. C'est quelque chose qui est pas mal développé. Notamment, il y a des programmes qu'on appelle le bug bounty, et qui consiste à, quand vous développez un programme informatique, vous mettez le code à disposition librement, alors différentes manières de le faire, je simplifie un peu, des autres développeurs qui vont pouvoir venir le corriger, c'est une forme d'open innovation, et qui en échange, par exemple, seront récompensés symboliquement ou en termes d'argent, etc. Donc c'est une partie de ce qu'on appelle l'open innovation, et évidemment ça peut avoir son intérêt pour ce qu'on parlait sur l'IA. Enfin, ils signalent un dernier élément de catégorie qu'ils appellent la réactivité. Alors, c'est là, je trouve, où mon papier est un peu plus faible, mais en tout cas, on voit ce qu'ils veulent dire. C'est la capacité, une fois qu'une innovation est sur le marché et qu'on peut voir qu'elle déraille, qu'elle ne fonctionne pas bien, à reprendre le contrôle, à réagir et être en capacité d'infléchir justement le cours de ce qui se passe. Alors, pour le coup, c'est plutôt la colonne de droite qui est intéressante. Alors, sur la colonne de gauche, comme je vous le disais, ils font un peu la boîte à outils. Sur la colonne de droite, ils listent tous les effets positifs ou négatifs qui peuvent entraver ou jouer sur l'implémentation de ces outils.
Et il signale à raison, dans les entraves possibles sur la colonne réactivité, que tout ce qui est de l'ordre de l'institutionnalisation, des effets qui sont liés aux grosses organisations lentes, peu agiles, etc., est de nature à rendre plus complexe le fait de réagir vite pour corriger un problème quand une innovation est déployée et qu'on voit qu'elle déraille pour telle ou telle raison. Alors là, je vous ai remis un exemple là, quand on parlait de mémorandum, de choses comme ça. Donc notamment, il y avait eu quelque chose qui avait fait pas mal parler en 2015, lettre ouverte avec un E d'ailleurs, une lettre ouverte sur l'intelligence artificielle qui était en fait d'une part un papier de recherche qui proposait justement des guidelines pour alors à la fois à court terme et à long terme pour essayer de développer une intelligence artificielle qui ne soit pas nocive. Et ce papier était appuyé derrière à un appel signé par des personnalités. Alors il y avait à la fois des chercheurs et puis des gens qui n'étaient pas forcément des chercheurs du domaine, en l'occurrence Stephen Hawking, qui avant de mourir faisait partie des voix qui étaient justement assez critiques par rapport à l'IA. Et puis vous aviez, on va reparler, Elon Musk, qui pour le coup était plutôt du côté, je dirais, de l'entreprise. Et il y avait donc à la fois un côté recherche, donc avec un papier sérieux, et un appel plus de la société civile qui entendait mettre en place justement aussi une forme de framework, de cadre pour la recherche sur l'IA. Alors eux, ils proposaient 4 points. Vérification, donc est-ce que mon IA a été élaboré de manière correcte, validité, alors ça rejoint un peu mon point 1 de tout à l'heure, c'est est-ce que ce que j'ai fait remplit bien son objectif ou est-ce qu'il y a des effets de bord indésirables négatifs, donc on peut revenir à l'histoire des malheureuses personnes qui avaient été mal interprétées par Google. Sécurité, un point extrêmement important, est-ce que votre système, et en l'occurrence votre IA, peut être manipulé par des tierces parties? Et vous savez peut-être, parce que là encore il y a eu pas mal de retentissements, qu'il y a déjà eu des cas d'intelligence artificielle publique qui ont été, si j'ose dire, intoxiqués par des données qui permettaient de les faire dérailler. C'est l'exemple de cette intelligence artificielle qui avait commencé qui était censée simuler de la conversation, donc un chatbot plutôt évolué, et qui avait commencé à dérailler, à insulter les utilisateurs parce qu'elle avait été justement éduquée par des données qui allaient dans ce sens-là, par des utilisateurs. Et ça, il y a plein de façons comme ça de faire dérailler une IA en jouant, en trichant sur les données avec lesquelles on la nourrit pour l'éduquer. Et puis le 4e point, qui était le point le plus prospectif et qui rejoint, on en reparlera, tout le côté un peu parfois délirant, science-fictionnel sur l'IA, le contrôle. Est-ce que quand l'IA est déployée, est-ce qu'on peut arriver à garder le contrôle ou à reprendre la main dessus si elle déraille et si elle provoque des problèmes? Alors, il y a beaucoup d'obstacles à l'innovation responsable quand on regarde le cas particulier de l'innovation technologique. Et alors, si on reprend encore le focus un peu plus précis sur ce qui est de l'IA. Alors d'abord, et là encore, il y a des choses qui sont peut-être évidentes, mais moi, de ce que j'ai pu voir fonctionner sur le terrain, qui malheureusement sont assez récurrentes, il y a d'abord une incapacité manifeste, et j'ai rajouté peut-être même essentielle, de tout ce qui sont les personnes qui travaillent dans l'innovation au sein des entreprises, des startups, et notamment des personnes qui sont plus sur la partie marketing et sur la conception des systèmes, à calculer et à prévoir l'ensemble des conséquences de ce qu'ils vont mettre en place. Et là, il y a 2 problèmes qui entrent en jeu. Il y a d'abord le fait que les concepteurs d'innovation n'ont pas forcément intérêt à imaginer les conséquences néfastes probables. Et puis un problème de temporalité, qu'on avait vu avec notre histoire de couche d'ozone, c'est-à-dire que bien souvent, c'est compliqué quand on est dans des flux de production, quand on est dans une start-up qu'on doit faire fonctionner, il faut à tout prix arriver à faire ses objectifs, donc on doit sortir un produit, donc on doit faire du chiffre. C'est très compliqué d'avoir en même temps une pensée à moyen terme ou à long terme, et se dire attention, est-ce que ce que je fais va avoir des conséquences néfastes ? Le deuxième problème qui rend cette démarche d'innovation responsable compliquée, et ça c'est vraiment lié à l'époque dans laquelle on est, et ça ne fait qu'aller en s'aggravant, c'est la course à l'innovation. Et l'environnement hautement concurrentiel, alors qui est amplifié, ce que je mettais par un double concept, qui est la mondialisation digitale. Mondialisation digitale parce qu'aujourd'hui, quand vous travaillez sur ce genre de produits, notamment de l'IA, du big data, vous êtes en concurrence, non pas avec les gens de votre pays, ni même avec votre continent, mais c'est une concurrence mondiale extrêmement agressive, avec, on en reparlera sans doute, des États-nations qui investissent énormément, qui appuient leurs écosystèmes de production, et donc il y a une pression et une course en avant qui fait que c'est très compliqué
de se dire à un moment, de prendre le temps ou le pas de recul qui permettrait justement de se dire attention, là on va dans le mur, attention, ceci est dangereux. Il y a aussi, et si on regarde plutôt que j'irais presque la microsociologie, parfois des conflits d'intérêts, voire de loyauté. Quand vous êtes dans une entreprise, dans une grande entreprise, et que vous avez des objectifs de production technologique, à qui allez-vous être loyal? À vos objectifs commerciaux, à vos objectifs de carrière personnelle, ou alors à des problématiques qui sont plus de l'ordre du bien commun ou de la société ou du bien de la société? Et puis, et là, je termine là-dessus, et c'est l'objet de la slide suivante, c'est aussi, et là on est vraiment dans ce qui se passe actuellement, le culte de l'innovation technologique, et ce qui a été appelé notamment par Morozov le solutionnisme, c'est-à-dire l'idée que à tout problème, une solution technologique et une invention. Et là, je vous ai reproduit quelques adages, maximes, qui sont aujourd'hui, qui font partie un peu du bréviaire de tout ce qui est la culture start-up. Alors c'est très marrant parce que c'est justement des conseils que vous retrouvez dans toute la littérature un peu inspirante. Alors les articles de blog et autres, on vous dit comment réussir, comment devenir un bon entrepreneur, comment devenir une start-up. Dans les écoles de start-up, à Paris, vous savez qu'il y a de plus en plus de programmes d'entrepreneuriat, d'accélérateurs. Et quand on regarde un peu, et c'est passionnant, la littérature, je dirais, et l'idéologie qu'on trouve dans ces endroits-là, il y a toute une série d'affirmations et de commandements qui parfois, alors d'ailleurs la source n'est pas claire, parfois on sait d'où ils viennent, qui quand on les regarde bien sont totalement à l'inverse de ce que pourrait être l'idée d'innovation responsable. Alors vous avez le premier, Move Fast and Break Things, qui était la maxime de Facebook jusqu'en 2014. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2014, dans leur grande conférence, Zuckerberg avait débranché et il avait proposé d'aller vite, mais justement en préservant la résilience des systèmes et des infrastructures. Mais avant 2014, c'était ce slogan qui depuis est devenu une espèce d'étendard des start-upers, en tout cas d'une certaine forme de start-upisme, d'entrepreneuriat, qui est de dire avancez, faites de la casse, c'est pas grave, l'important c'est d'aller vite et d'être les premiers. Autre exemple qui vient pas uniquement du digital, mais que vous pouvez trouver encore repris à foison dans ce genre de littérature, c'est fuck it, ship it, ça veut dire dès que vous avez un produit, mettez-le sur le marché, même si vous savez que ça n'a pas marché, l'important justement c'est de le tester et d'être en capacité de déployer très vite, et tant pis là encore s'il y a de la casse. Avec derrière une autre citation qui pour le coup vient d'un des créateurs du réseau LinkedIn et qui est aussi aujourd'hui un capital risqueur bien connu, Reid Hoffman, qui avait dit en substance, si vous n'avez pas honte de votre produit quand vous le sortez, c'est que vous avez mis trop de temps à le sortir et que vous auriez pu le sortir bien plus tôt. Donc là, inutile d'épiloguer, on voit qu'on n'est pas vraiment dans la responsabilité. Autre citation qui vient en fait d'une développeuse de la mairie américaine, mais qui a été repris à foison depuis, demandez toujours pardon, pas la permission. Et puis une autre slogan bien connu, échouez vite, échouez souvent. Et j'en ai rajouté une autre qui n'est pas dans le même ordre d'idées, mais qui un petit clin d'œil qui résume bien souvent les enfumages qu'il y a autour de l'IA, c'est « fake it until you make it », c'est-à-dire faites semblant le temps d'arriver à le faire réellement. Et là, on a dit, professeur Burgess disait dans l'introduction qu'il y a un énorme flou sur définir ce qu'est l'intelligence artificielle, et il y a aujourd'hui toute une série, par exemple, de types d'outils, par exemple les chatbots qu'on dit être de l'intelligence artificielle, mais qui en fait ne sont, alors, artificiels peut-être, intelligents pas du tout. Et là, donc, on voit bien, quand on reprend toute cette série de maximes, et surtout les précédentes, qu'on est dans quelque chose qui est à l'opposé total de ce que pourrait être une démarche responsable. Et inutile de se dire qu'il y a effectivement là quelque chose qui est totalement antagonistique avec justement cette religion de la start-up qui est prêchée, parce que je crois que c'est vraiment le mot, un peu partout. Alors, dans le cas de l'intelligence artificielle, il y a encore des spécificités qui font que le débat sur la responsabilité est encore plus compliqué à mener. Alors, la première difficulté, c'est que personne ne sait très bien de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, je vous ai remis là une citation de Cédric Villani. Vous savez qu'il était en charge du grand et d'ailleurs très intéressant rapport qui avait été fait pour le gouvernement sur l'IA en France avec des préconisations, etc. Et au moment du lancement du rapport, il avait fait cette citation qui était reprise à l'AFP où il disait « Il n'y a pas de définition possible de l'intelligence artificielle ». Et après, vous pouvez lire, j'imagine, il reprend en expliquant qu'on est plutôt face à un ensemble de techniques, de stratégies qui alors, ont en commun d'essayer d'imiter l'intelligence humaine. Alors on pourrait quand même rajouter, pour compléter un peu sa définition, et rajouter un degré de précision, c'est aussi tout ce qui concerne des systèmes qui sont auto-apprenants
et qui arrivent à s'éduquer eux-mêmes à partir de données qu'on leur donne pour s'améliorer et améliorer l'exécution des tâches. Mais comme il le souligne, on est quand même sur une énorme diversité de techniques et de cas, et avec depuis des cas extrêmes, je dirais, sur la partie basse, qui sont encore une fois les chatbots que vous avez maintenant sur les sites, qui sont en fait parfois des petites foires aux questions automatisées avec très peu d'analyse du langage, où c'est uniquement des réactions à des mots-clés. Vous allez sur le site de la SNCF, je veux acheter mon billet train, le logiciel voit acheter billet, il va vous fournir une série de propositions, mais là-dedans, il n'y a pas d'analyse de texte, il n'y a pas de couche d'intelligence. Jusqu'à l'autre bout du débat, les débats qui sont proches de la science-fiction sur l'insingularité, Terminator, est-ce qu'un jour l'IA sera indépendante, autonome, etc. Et donc, ça ne fait qu'ajouter beaucoup de confusion au débat, puisque souvent, on a des personnes qui ne parlent pas de la même chose, qui s'affrontent et qui ont des niveaux de problématiques et des niveaux de danger ou de risque qui sont extrêmement différents. Deuxième difficulté, l'IA, elle est ce que j'appelle une technologie à forte propension projective. Moi, ce que j'appelle par la propension projective, c'est qu'à la différence d'une autre technologie qui est peut-être aussi révolutionnaire, mais beaucoup plus hermétique, la blockchain, autant la blockchain, personne à la fois, on en a moins entendu parler, mais les deux phénomènes sont liés, et pour une raison très simple, qui est que c'est très compliqué de comprendre, quand on n'est pas vraiment dedans, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. L'IA, tout le monde a une idée dessus, ou tout le monde croit comprendre de quoi il s'agit. Parce que justement, d'abord, c'est des termes du langage commun qu'on arrive à comprendre, et il y a toute une littérature, un environnement culturel, cinématographique, qui fait qu'on a une base qui permet à tout individu, technologique ou pas, ingénieur ou non, de penser croire ce qu'il a, de penser croire de quoi il s'agit. Et encore une fois, rien à voir par exemple avec la blockchain, où non seulement le terme est hermétique, mais en fait, en plus, il faut avoir des connaissances pointues, ou du moins des connaissances métiers pointues, pour comprendre à quoi ça peut servir, comment ça fonctionne. Faible compréhension par le plus grand nombre, parce que malgré tout, c'est évidemment des sujets, à la différence de la blockchain, je dirais, qui sont vraiment compliqués du point de vue développement, mathématique, etc. Et donc, en vérité, il y a une proportion inverse entre qui pense la comprendre et qui comprend vraiment la problématique. Une confusion sur les enjeux, je l'ai dit, entre ce qui fait beaucoup parler, ce qui fait les unes de magazines sur le risque de la singularité, etc., et en fait des problèmes immédiats beaucoup plus basiques. Un traitement médiatique spectaculaire. Et puis, moi, un sujet qui m'est cher, une très insuffisante culture des décideurs politiques et médiatiques, avec, et on l'a vu notamment lors de l'audition de Mark Zuckerberg au Sénat sur les problèmes liés à Facebook, une génération de leaders politiques, c'est pas forcément une question d'âge d'ailleurs, qui sont tellement coupés de la culture scientifique, qui ont beaucoup de mal à avoir une compréhension fine de ces enjeux-là et de l'impact que ça peut avoir sur la société. Et puis, un dernier aspect qui est très prégnant en ce moment, et qui sont les craintes d'ordre géopolitique et stratégique. Et là, je vous ai repris un exemple d'un personnage qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Laurent Alexandre. Alors, Laurent Alexandre, c'est le fondateur de Doctissimo, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans la première vague d'Internet français, et qui, depuis, alors à la fois est un investisseur, et quelqu'un qui est un conférencier, un essayiste sur les nouvelles technologies, et qui parle notamment beaucoup d'IA. Et alors, c'est un personnage qui est d'ailleurs controversé, puisque voilà, on l'accuse parfois, surtout comme je suis filmé, je ne vais pas donner forcément le fond de ma question, mais de ne pas toujours dire des choses extrêmement justes, de parfois être un peu hâtif dans ses raisonnements. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une forte parole sociale, c'est-à-dire qui a une chronique toutes les semaines. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'Express ou dans Le Point, j'ai un petit doute. C'est l'Express, voilà. Une chronique sur le numérique, donc qui a accès à des médias à grande couverture pour faire passer ses idées, qui est très souvent invité dans tous les colloques un peu généralistes, etc. Il fait partie de ce qu'on appelle les bons clients, donc les gens, quand on fait une émission ou un colloque, il est de bon ton de l'inviter, et puis qui a ce côté un peu pic de la Mirandole, c'est-à-dire qu'il parle sur tous les sujets du digital, qui a un avis sur tout, plus ou moins bien renseigné, mais en tout cas qui est une voix qui compte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, il représente, dans le débat médiatique, une position sur l'IA qui est extrêmement dure et nette, qui est d'une part donc de fustiger, et là on pourrait être d'accord, la méconnaissance des décideurs, notamment politiques, sur ce sujet-là, mais aussi, et ça c'est ce qu'il développait dans cet article qui est très récent, il l'a sorti, je crois que c'était les premières quinzaines de septembre, donc c'est dans sa chronique de l'Express, je vous l'ai reproduite là, mais je crois qu'elle est disponible librement, vous pouvez la retrouver sur Google sans problème. Il revient sur la polémique qu'il y avait eu au début de l'été sur faut-il faire un moratoire ou interdire l'intelligence artificielle appliquée à l'armement. Donc de quoi on parle ? On parle de systèmes robotisés
qui sur le champ de bataille a plus ou moins longue échéance. Alors ça pourrait être aussi bien des formes de robots un peu androïdes ou non, des véhicules autonomes qui pourraient aller directement sur le champ de bataille avec une forme d'autonomie et donc combattre sans craindre des pertes humaines, ça c'est un premier point, mais surtout avec plein de problématiques qui sont quand est-ce qu'un véhicule comme ça autonome déciderait de tirer, pas tirer, on revient sur les histoires qu'on a notamment sur liées aux drones. Et il prend là-dessus une position extrêmement dure et qui revient à un choix moral, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Il dit, au fond, on le sait parce qu'ils l'ont déclaré, les dirigeants russes et chinois vont investir énormément sur cette technologie-là. Il y a un discours de Vladimir Poutine qu'il avait tenu, alors je ne sais plus, c'était il y a 2 ou 3 ans, où il disait, texto, alors ça c'est pas Laurent Alexandre, c'est moi qui le cite, il disait, le pays qui contrôlera l'IA contrôlera le monde, en substance. Et on sait par ailleurs que la Chine, effectivement, investit beaucoup là-dedans. Et donc, le propos de Laurent Alexandre dans ce papier est de dire il est suicidaire, au fond, de mettre des limites éthiques à la réflexion sur l'IA et au développement d'IA militaire, parce qu'on sait très bien que les Russes et les Chinois, eux, iront jusqu'au bout et déploieront ce type d'armes sur le terrain. Et donc, en croyant être éthique et en disant en Europe et aux États-Unis, on va mettre un moratoire là-dessus, il y a eu des débats notamment chez Google, les développeurs Google disant on ne veut pas travailler ce genre de système, en fait vous allez vous lier les mains dans le dos et c'est comme si dans les années 50-60 vous aviez refusé de développer la bombe atomique alors que les Russes a développé. Et donc, alors il y a des propos très très durs dans ce papier, c'est pour ça que je les ai mis un peu mis en exergue parce qu'ils sont intéressants. Les intelligences artificielles militaires explosent en Chine et en Russie, tandis que les éthiciens de l'IA sont en Occident. Donc c'est un peu Mars et Vénus remis au goût du jour. Donc c'est pendant que nous on philosophe en Occident, les Chinois et les Russes, eux, ils font pas dans la dentelle, ils développent de l'IA sans contrainte éthique et ils vont nous mettre en énorme danger stratégique. Nous risquons un unique de l'IA militaire. Les GAFA doivent aider l'OTAN à se munir d'IA militaire, sans commentaire. Et alors le plus beau pour la fin, la France doit casser ses verrous idéologiques et se doter d'unités de combat robotisées autonomes. Sinon, nous chercherons un Pétain 2.0 pour organiser notre vassalisation par la Chine. Donc, alors, j'ai pris ce propos parce que il dirait que Laurent Alexandre, il a l'intérêt, comme souvent ce genre de personnage, au moins de mettre des thèses existantes noir sur blanc sur le papier. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de nuance, c'est un peu au mortier, donc c'est le cas de le dire. Donc c'est intéressant. Et en même temps, si on prend un peu de recul, il pose un dilemme éthique qui est intéressant. C'est se dire, est-ce que finalement, vouloir jouer justement la carte de la moralisation, mais seulement sur la moitié du globe, c'est pas faire courir à vos populations un risque bien plus grand dans quelques dizaines d'années. Et je trouve que par-delà effectivement le propos qui est comment dirais-je, exagéré, etc., il met quand même le doigt sur un questionnement qui peut être celui, alors au niveau notamment d'un gouvernant, d'un pays, de se dire est-ce que finalement en mettant trop de freins à la recherche, on ne va pas se mettre dans la main d'autres pays, et notamment la Chine, où il y a, c'est la puissance du néo-communisme chinois, c'est que c'est l'alliance finalement du capitalisme d'État et de l'innovation portée avec des volumes financiers monstrueux. Est-ce qu'on ne se met pas finalement dans un danger et dans un risque éthique et même un risque sécuritaire tout court pour les populations dans 10, 20 ou 30 ans? Alors, je vais vous demander de conclure. C'est la fin, ça tombe bien. Oui. Pour finir, et ça fait la jonction directe, ce qui est intéressant, c'est que ce débat sur la responsabilité, irresponsabilité de l'IA, et notamment sur ses aspects les plus caricaturaux, donc singularité, armes autonomes et autres, c'est devenu une bataille de positionnement marketing entre les géants du numérique. Et ça fait maintenant un et bientôt 2 ans que vous avez notamment les dirigeants les plus emblématiques, alors que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, les gens de Microsoft, qui s'affrontent par médias interposés pour mettre en avant des positions, alors qui sont parfois des stratégies d'entreprise, parfois des stratégies marketing, mais on voit bien que c'est devenu un enjeu, y compris pour redorer son image ou au contraire taper le concurrent. Alors, ici, 3 positions que je mets en avant. Vous avez Elon Musk qui, depuis maintenant au moins 2015, a une espèce de vision technophobe sur l'IA, avec une strate de plus qui est liée à la nouvelle entreprise qu'il a lancée qui s'appelle Neuralink, où il dit au fond l'IA est un danger, elle va nous dépasser, etc. Donc il faut créer des humains augmentés qui pourront faire face aux IA. Et c'est l'argument marketing de sa société qui est lancée qui s'appelle Neuralink, c'est comment arriver à booster cognitivement des êtres humains pour qu'ils puissent faire face à l'IA. Alors derrière évidemment réaliste par réaliste, c'est un tout autre sujet, mais on voit bien que c'est ce genre de discours marketing qui est mis en place pour donner de l'attractivité à Musk et à l'entreprise. Zuckerberg, lui, c'est la personne, au contraire, qui, et j'ai remis un exemple de controverse, vous pouvez voir sur le document, qui s'est affronté à Musk pour porter une vision plutôt technophile de l'IA, en disant l'IA c'est très bien, etc. Et vous avez un autre type de position encore qui est intéressant, qui est celui de Microsoft, et qui est très visible l'an dernier. L'an dernier, Microsoft avait organisé un salon à Paris qui s'appelait Microsoft Experience, qui était dédié à l'IA.
Et en fait, ils avaient fait deux choses dans leur positionnement marketing. D'une part, ils disaient Microsoft, maintenant on se repositionne sur l'intelligence artificielle, on devient le géant de l'IA. Et pourquoi ils font ça? Parce que Microsoft, depuis ces dernières années, avait peut-être un problème de positionnement, un problème d'attractivité. Et en se remettant là-dessus, ils redeviennent attractifs pour des développeurs, pour embaucher des gens, etc. Et leur slogan à eux, c'est intéressant, c'est l'IA pour tous. Et comme je rajoute pour tous, c'est-à-dire, c'est le discours de Microsoft qui était très clair, par exemple, dans cette conférence-là, c'est de dire, mais nous, on a une IA plus modeste qu'on va injecter dans nos produits et qui va permettre d'augmenter les êtres humains. Donc, exemple qui donne, par exemple, dans PowerPoint, on met de l'IA pour améliorer automatiquement les présentations. Dans les services, on va mettre des services de ce qu'ils appellent cognitive services qui permettent à des chercheurs d'utiliser nos services d'IA, etc. Donc, et je vais m'arrêter là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet éthique est devenu un sujet stratégique, marketing, qui est utilisé au plus haut niveau par les géants du web, et notamment par leurs dirigeants, pour exister dans la controverse médiatique et pour se positionner les uns par rapport aux autres. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu long, mais Non, très je bien, me merci tais. beaucoup. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Cécile Wending. Peut-être mettre le Oui, PowerPoint. je vais. C'est parti dans tellement de sens que c'est presque difficile. Alors, la logique, c'est de garder quand même un peu de temps pour que vous puissiez discuter et puis évidemment de permettre à la salle de vous poser, j'imagine que tout le monde a plein de questions à vous poser, donc essayez de garder un peu de temps pour ça. Donc bonjour à tous. Donc moi j'ai un peu une double casquette aujourd'hui. À la fois donc je suis directrice de la prospective du groupe AXA, mais je suis aussi sociologue des risques et des catastrophes. Et j'ai beaucoup publié sur notamment l'usage des sciences sociales dans l'expertise risque. Donc, par exemple, comment est-ce que quand on est une agence, par exemple quand on est l'agence comme l'ANSES, qui est une agence nationale qui est en charge de la sécurité environnementale, comment est-ce qu'on décide ou pas d'utiliser tel produit ou de recommander telle action. Voilà, et ce qui m'avait fait vraiment réfléchir exactement à comment est-ce qu'on inclut les sciences sociales dans cette expertise, donc ce qui fait un écho à tout ce qui a été présenté et sur lequel j'aurais aussi beaucoup de choses à dire, mais bon. Alors, je vais commencer par cette présentation. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Donc, déjà, de quoi parle-t-on? On parle en fait de beaucoup de cas en fait qui sont répertoriés dans la presse au niveau français et au niveau international d'usage dit non éthique donc de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, je dirais qu'il y a l'éthique au sens large, après il y a l'éthique de l'innovation, il y a la techno-éthique, c'est-à-dire l'éthique rapportée à une technologie comme le nucléaire, les OGM, les nanos, la biologie de synthèse, l'IA, la blockchain. Et il y a encore une sous-partie qui en ce moment émerge et qu'on appellerait l'éthique des algorithmes. Et une expression qu'on retrouve par exemple dans le rapport de la CNIL, notamment, pour ne citer que celui-là. Mais vous allez voir après qu'il y a beaucoup de rapports. J'en ai pris, mais vraiment quelques-uns, mais j'aurais pu en mettre en fait beaucoup plus. Ça va donc de APB pour rentrer à l'université en France à notamment la question de la justice prédictive aux États-Unis. Donc oui, il y a un buzz médiatique, ça je suis vraiment d'accord. Quand on regarde un peu les discours, même si au-delà du discours il y a plein d'autres choses, mais il y a d'un côté un discours, j'ai appelé négatif, mais à défaut de savoir comment l'appeler, qui dit que l'IA crée une société de la surveillance, qu'elle va discriminer et exclure, qu'elle détruit de l'emploi, qu'on est en train de transformer des êtres humains en êtres augmentés sans savoir quel impact ça aura sur le temps long, et que les GAFAM et la Chine nous mettent dans un processus de unfair competition, enfin tout ce que vous avez bien expliqué. Et d'autre côté, il y a une forme de discours ultra positif qui dit que l'IA va régler tous les problèmes de santé, de changement climatique, de mobilité, qu'elle va créer de nouveaux emplois, qu'elle va donner plus de pouvoir pour résoudre des grands problèmes sociaux et plus d'efficacité dans les marchés, de rapidité, de fluidité, qu'elle va soulager l'humain de tâches très pénibles, répétitives, qui seront très contents que ça doit être fait par une IA, etc. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de discours, ce que j'appellerais de discours responsable. Il n'y a pas de discours que l'on trouverait et qui ne serait pas ni la caricature de la colonne de gauche, ni la caricature de la colonne de droite. Donc les médias, ça c'est ces deux extrêmes que l'on trouve. Très peu de discours que j'appellerais le discours responsable. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Je soumets ça à vos réflexions. Après, il n'y a pas que les médias, il y a ce que j'appelle les régulateurs, les superviseurs, les pouvoirs publics. Donc là, il y a deux angles, évidemment. Il y a d'un côté ceux qui régulent la donnée, par exemple, je citais le rapport de la CNIL, qui se disent comment est-ce qu'on peut réguler l'intelligence artificielle, mais il y a aussi, et j'ai fait exprès de prendre cet exemple français de l'ACPR, qui est le régulateur financier, qui fait des questionnaires sur l'IA dans un secteur donné. Par exemple, l'IA dans la finance, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut créer une instabilité sur les marchés financiers? Est-ce que ça peut créer
notamment des... comment on appelle ça est-ce que le consommateur serait moins protégé avec une IA que sans l'IA, etc. Donc ça, c'est le deuxième arène de débat. Donc si on regarde de quoi on parle, donc ce que j'essaie d'expliquer, donc il y a l'éthique, la technoéthique, en dessous un sous-champ qui est l'éthique des algorithmes ou de l'AI, et j'entendais ce que vous aviez dit aussi, une forme d'éthique de l'innovation. Voilà, et en fait, qu'est-ce qui est nouveau ? J'ai trouvé intéressant ce que vous essayez de dire, entre qu'est-ce qui est nouveau par rapport à si cette question, on le mettait sur la biologie de synthèse, la blockchain, etc., par rapport à l'IA. Et je vais y revenir parce que je pense que j'aurais pas tout à fait la même réponse. Pour montrer à quoi ça ressemble, parce que vous n'avez peut-être pas tous vu tous ces rapports sur l'éthique de l'IA, et j'ai essayé de résumer quels sont les grands principes et de quoi ils sont censés nous protéger. Donc il y a la première chose, c'est protéger les utilisateurs, les consommateurs, les citoyens. Donc là, les enjeux qu'on retrouve, c'est la question de la neutralité. Donc de même qu'on a vu les enjeux de la neutralité du net, on voit apparaître les enjeux de la neutralité algorithmique. La question de la diversité et de l'inclusion, donc la question des biais. La question de la fairness, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'il y a un alignement d'intérêts avec ce que veut vraiment l'utilisateur qui utilise cette IA. La question de est-ce qu'on peut coder éthiquement, est-ce que donc by design, quand on écrit une ligne de code, on peut intégrer par exemple les droits de l'homme, etc. Il y a la question de la sécurité, comment est-ce que je sais que c'est robuste, que c'est fiable, que la voiture ne va pas m'envoyer dans le ravin si elle conduit toute seule. Et la question de la responsabilité. Qui est responsable si, par exemple, la voiture autonome me crache dans un mur ? Il y a une deuxième partie qui est plus sur garder le contrôle. Donc là, c'est tout ce qui est l'auditabilité, la comptability, l'accès, la transparence, l'explicabilité, avec des tas de questions sur le fait que la spécificité du deep learning, notamment, c'est qu'on ne peut pas expliquer, même le concepteur de l'outil ne peut pas l'expliquer. Et après, il y a tout l'enjeu sur pédagogie, expliquer aux gens comment on enseigne aux gens l'IA, comment tout le monde dans une société, pour décider démocratiquement, pourrait savoir ce que fait ou pas l'IA. Mais entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi dire, si je vous demande dans la salle qui sait me citer les 5 principaux pays où sont les armées françaises, en fait, très peu de citoyens savent exactement où sont leurs armées et pour défendre quoi. Donc de même que si je vous demandais quelles sont les 5 technologies d'IA principales aujourd'hui développées en France, voilà. Donc après, pour moi, c'est des questions qu'on peut retrouver quand on parle de la difficulté de savoir de quoi on parle, la culture des décideurs, la médiatisation, c'est des choses que finalement on retrouve sur beaucoup de sujets. Donc j'ai essayé de faire une liste, et c'est écrit en petit, mais c'était pour vous montrer un peu tous les rapports. Par exemple, rien qu'en France, il y a eu donc le rapport de la CNIL et le rapport Villani, si on prend sur 1 an. En Allemagne aussi, il y a un rapport. Au niveau européen, il y a l'EDPS, le European Data Protection Supervisor, qui a fait un rapport, Maddy Delvaux, qui est une parlementaire, l'IBA. STOA va sortir un rapport. Il y a le High Level Expert Group, dont je suis experte. Donc voilà, conflit d'intérêts, je fais partie de ce groupe. Voilà. Et il y a aussi, aux États-Unis, la Maison-Blanche qui, sous Obama, a fait des rapports, la FTC qui a fait des rapports, etc. Donc, parallèlement, vous avez, et je fais exprès, j'en ai beaucoup, pas mal de recherches sur ces questions. Donc DataIA travaille là-dessus, Institut Prairie travaille là-dessus, le CERNA travaille là-dessus, l'Académie des sciences et technologies, le Hub Francis A. À Harvard, vous avez The Future Society qui travaille là-dessus, au MIT aussi, à NYU, Data and Society, le Center for Human Technology, etc. Et donc, je suis d'accord vraiment, il y a I3E, ah oui, il ne faut absolument pas oublier l'I3E, il faut aussi aller voir les rapports des I3E sur cette question. Donc tous ces gens, en fait, travaillent sur comment est-ce qu'on fait une IA responsable, quels seraient, du coup, les principes, comment on peut les appliquer, quels seraient les cas, etc. Donc, tous ces gens travaillent là-dessus. Et aussi les entreprises. Donc, soit des entreprises individuelles, par exemple, Google a fait sa charte IA, SAP a fait sa charte IA, Deutsche Telekom a fait sa charte IA, Crédit Agricole a fait... Vraiment, je pourrais vous faire une très longue liste. Et puis aussi des partenariats d'entreprises. Donc, par exemple, partnership en AI avec Google, Facebook, Amazon, AI for Humanity, voilà. Donc, il y a beaucoup de groupements qui travaillent dessus. Quels sont les enjeux aujourd'hui ? Donc, il y a des enjeux techniques. Est-ce qu'il existerait des technologies d'IA qui seraient plus responsables que d'autres et qu'on pourrait développer en priorité, par exemple ? Ou bien, si jamais on utilise une IA qui n'a pas été conçue pour être responsable, quels sont les métriques, les outils ex post, si on dit que le modèle d'IA est une boîte noire, et là aussi il y a un débat entre chercheurs sur l'IA, savoir est-ce qu'on parle ou pas d'une boîte noire aujourd'hui, est-ce que vraiment elle restera toujours noire ou est-ce qu'on peut la rendre transparente ? Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat qui est très intense ces dernières semaines, mais dire, voilà, même si c'est resté une boîte noire, est-ce qu'on peut avoir des métriques ex post pour contrôler ? Il y a un deuxième débat qui a lieu en ce moment, c'est un débat sur la gouvernance. Donc c'est sur les codes of conduct, la déontologie, qui est en charge, etc.
Il y a un troisième débat, c'est sur le cadre juridique, réglementaire. Est-ce qu'il suffit de laisser faire ou est-ce qu'il faut encadrer et mettre des règles? Et puis il y a un débat que j'appellerais plus de ressources humaines, et c'est comment est-ce qu'on forme les gens, comment on les entraîne, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait et je voulais donner des exemples concrets, et puis revenir sur ce qu'on a dit sur pourquoi c'est difficile, etc. Donc avant de rentrer dans cette slide, pour moi, donc, la première chose que j'ai entendue, c'est qu'il y a une incapacité à prévoir l'ensemble des conséquences. Donc, qu'est-ce que font les entreprises, par exemple, par rapport à cette question? Donc, en ce moment, il y a tout un débat en France sur ce qu'on appelle la SOSE, la société à objet social étendu. Donc, c'est de dire que l'entreprise n'a pas une seule responsabilité de faire du profit, des bénéfices, etc., mais qu'elle aurait une responsabilité sociale, environnementale, éthique, etc. Et donc, dans cette approche-là, il est recommandé aux entreprises d'avoir ce qu'on appelle des stakeholder panels, donc des panels de parties prenantes. Donc, nous, par exemple, on a un panel des parties prenantes où on débat des implications sur le long terme des choix stratégiques de l'entreprise. Et en plus d'avoir ce panel, on en a créé un autre qui s'appelle le Data Protection and Ethics Panel, qui existe aussi depuis 2015 et qui réunit une dizaine d'experts indépendants, extérieurs à l'entreprise, et avec qui on débat de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec nos algorithmes, avec la data, etc. Donc, je ne dis pas que ça permet de prévoir toutes les conséquences, et je suis directrice de la prospective, donc je vois bien, parce que ça fait partie de mon travail. Donc, il y a des outils de prospective, donc je voulais faire aussi une parenthèse sur ce qu'on a dit, c'est vrai, il y a tout ce qui est scénario, horizon scanning. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont développés pour prévoir pas seulement les conséquences premières, mais les conséquences secondes, troisième, etc. Par exemple, à Singapour, on a développé un outil qui s'appelle Wheel of the Future, la roue du futur. Vous partez d'une décision et vous regardez toutes les conséquences première, deuxième, troisième, et après, ils ont des arbres pour connecter, par exemple, si des combinaisons de conséquences secondes, tertiaires, etc. Donc, sur l'incapacité à prévoir l'ensemble des conséquences, de plus en plus, il y a des évolutions, qu'elles soient sociales, par exemple, l'idée de créer ce nouveau statut d'entreprise, ou donc, du coup, dans les entreprises, qui est d'avoir des panels pour le faire. Deuxième chose, c'est une course à l'innovation. Mais en fait, pour moi, course à l'innovation, c'est pas forcément antithétique avec de l'innovation responsable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au tout début, quand on parlait du règlement général pour la protection de la donnée personnelle, on voyait ça comme ça allait être la fin de l'Union européenne, ça allait être catastrophique, parce que tout le monde allait faire tout ce qu'il veut avec la donnée, et comme les Européens auraient un règlement, ce serait la fin des haricots pour l'Europe. Et en fait, moi aujourd'hui, je vois l'inverse. Je vois l'Inde, je vois le Japon, je vois la Corée, et je vois beaucoup d'endroits dans le monde où ils se disent, en fait, on va développer cette approche. Et aujourd'hui, c'est aussi un des débats que j'entends beaucoup à Bruxelles, c'est de dire, peut-être on ne peut pas être leader de l'IA en Europe, parce que la Chine et les États-Unis sont bien avant, mais par contre, on peut être les leaders de l'IA responsable. Et donc, c'est pour ça que faire de la R&D ou financer de la recherche sur l'IA responsable, c'est-à-dire comment mathématiquement encoder la responsabilité, comment créer du code responsable, c'est très important. Donc là, c'est pareil, qu'est-ce que nous on fait? Il faut être très humble et très modeste, parce que c'est très compliqué. Mais on a des chercheurs comme Marcin Detiniecki du CNRS qui travaillent aujourd'hui chez nous en disponibilité, et on a des équipes de recherche fondamentale, des gens comme Johanna Bryson, etc. Et donc je vous invite à lire en ligne, on a une brochure qu'on a fait aujourd'hui sur tout ce qu'on finance sur Responsible IA. Il y a des gens qui font de l'IA responsable, qui travaillent à développer de l'IA responsable. Et l'idée, c'est de dire si, en tout cas les débats qu'on entend à Bruxelles, c'est si dans cette course à l'innovation, il y a un modèle européen qui serait un modèle de l'IA responsable. Donc je ne dis pas qu'il est possible, pas possible, etc. Je présente cette voie-là. Après, il y a la question du conflit d'intérêts, des loyautés, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, nous, et je suis très transparent, je l'ai aussi mis sur la slide, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Impact AI, qui est un collectif d'entreprises, donc il y a Microsoft, il y a Orange, il y a Capgemini, il y a AXA, il y a plein de groupes. C'est une association de loi 1901 à but non lucratif et qui se dit comment est-ce qu'on peut faire de l'IA responsable. Et donc qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de créer une plateforme en ligne où on mettrait en code ouvert toutes les solutions technologiques, mathématiques, qui permettraient de débiaiser un training dataset ou de faire plein d'autres choses technologiques qui permettraient de mettre des briques responsables, ou aussi de partager des outils de gouvernance, par exemple partager les meilleurs serments. On parle beaucoup des data scientist oath, le fait de dire que comme un médecin a un serment d'Hippocrate, un data scientist devrait avoir un serment qui est sympathique. Voilà, mais par exemple, trouver aujourd'hui les 5 serments sur lesquels les communautés de chercheurs se mettent d'accord, c'est que ce seraient les bons serments, etc. Et donc on est en train de lisser ces outils. Je ne dis pas que ça résout le problème, mais c'est une initiative. Et donc
le troisième point qui avait été dit, c'est le conflit d'intérêts et de loyauté. Et pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous protège de ça ? D'une part, c'est le whistleblowing. Donc, c'est quand les employés disent bah non, on ne fera pas, comme le cas de Google. C'est des démissions d'employés. Il y a des tas de gens qui ont démissionné des GAFAM en disant moi, je démissionne parce que je ne suis pas aligné avec ces valeurs. Le temps de cerveau disponible, bah, c'est pas ce que je veux faire moi dans ma vie, j'ai d'autres objectifs et je fais autre chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démissions, d'ailleurs aussi chez Facebook. Après, je vous renvoie aux trois dernières semaines. Hein. C'est aussi Wikileaks, des gens qui, c'est aussi des gens qui disent qu'ils veulent du sens à leur travail, qui ne sont pas prêts à rester dans une entreprise qui ne représente pas leur code éthique. Et ça paraît un truc mineur, mais en fait, aujourd'hui, dans les nouvelles générations, quand on regarde des gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'ils font, qu'ils choisissent ou pas de travailler pour un grand groupe ou une start-up. Quatrième chose, sur le solutionnisme. Je pense que le solutionnisme technologique, aujourd'hui aussi, on sort petit à petit de ces discours avec des innovations qui sont pas forcément technologiques mais sociales. Il y a tout un débat sur le low-tech, le frugal-tech, etc., qui prend justement le contre-pied de l'IA, de la blockchain et de ce mythe de la singularité qui est que c'est ça qui nous sauvera de tous les problèmes de l'humanité. Et sur le dernier point, move fast et break things, c'est ça, move fast et break things. En fait, là aussi, ces gens-là, même s'ils veulent move fast et break things, ils restent dans un cadre du droit. Donc ils doivent quand même respecter dans leur pays les droits de la donnée, les droits du consommateur, etc. Et du coup, ce qu'on voit apparaître, je ne dis pas non plus que c'est la panacée, mais c'est ce qu'on appelle les sandbox du droit. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour qu'ils veulent lancer un produit, ils veulent lancer une IA, mais on ne sait pas quel impact elle va avoir, de le faire en mode sandbox, c'est-à-dire de le faire avec les régulateurs, superviseurs, policymakers à leur côté, en mode expérimental. Donc le terme sandbox vient du monde informatique, vient des développeurs qui justement sont en mode sandbox et bac à sable et testent des V1, V2, V3 et veulent les lancer très vite. Et donc l'idée c'est que, et je trouve ça assez intéressant, que les personnes qui font eux-mêmes des politiques publiques se disent est-ce qu'on ne peut pas faire du sandboxing nous aussi ? Voilà, donc derrière ça, qu'est-ce qu'on voit arriver sur donc ça c'était la première partie, j'essaie de rebondir là-dessus. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est une solution, mais j'essaie de montrer ce qui bouge. La deuxième chose, c'est sur la difficulté proprement liée à l'IA. Je ne trouve pas que ce soit proprement lié à l'IA de savoir de quoi on parle, ou le fait qu'on ait l'impression de savoir mais qu'on ne sait pas, etc. Les OGM, le nucléaire, etc. Si on regardait à l'époque, très peu de gens comprennent vraiment la biologie de synthèse, les nanos. Pour avoir connu beaucoup d'autres sujets avant le buzz qu'on a aujourd'hui sur l'IA, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui soit spécifiquement différent. Plutôt pour moi, c'est que pour qu'une IA soit bonne, entre guillemets, mais au sens performant pour ces gens-là, il faut de l'accès à la donnée pour l'entraîner. Et donc pour moi, c'est plus ça et les nouveaux modèles économiques d'accès à la donnée qui fait que c'est différent dans les enjeux de pouvoir et dans les formes de gestion de l'incertitude plus que ça. Donc j'ai l'impression que c'est parce que et c'est du coup ça crée de la dépendance au sentier, pour être un peu néo-institutionnaliste, c'est que plus vous avez eu accès à la donnée, plus vous avez pu vous entraîner, et donc plus vous êtes meilleur. Et donc plus aujourd'hui un Français déciderait de signer avec un Chinois ou un Américain, plus du coup il lui donnerait de la donnée, et plus... Donc en fait, je vois plus, moi, ce qui différencie l'IA des autres sujets, typiquement sur techno-éthique, voilà, je le verrais plus de cet ordre-là. Mais après, et donc voilà. Et alors, ce qui m'impressionne toujours en ce moment, c'est que j'écoute beaucoup de grands chercheurs qui développent de l'IA, où moi, la première chose auquel je pense quand je les entends, c'est l'éthique. À chaque fois, je me dis « Ah, oh, c'est pas possible qu'ils ont développé ça, ça fait 5 ans qu'ils développent ça, mais ça me pose plein de questions d'éthique. » Et en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont la même réponse qu'à l'époque de la bombe atomique ou des OGM, etc. Mais vraiment. Donc, encore une fois, là, j'ai une chercheuse, mais brillantissime, et en plus super intelligente, vraiment, qui veut faire le bien de l'humanité, et qui développe un projet qui, moi, me pose beaucoup de questions. Et quand j'ai posé la question, elle m'a dit « Mais je suis chercheuse, et après, ce que le marché ou ce qu'un État fera de mon innovation, ça ne me regarde pas. » Voilà. Et donc, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, pour moi, ce qui m'étonne plus, c'est au contraire, c'est le commun que le différent. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment... voilà. Et du coup, je voudrais dire qu'en fait, par rapport à gérer le commun, donc toutes ces questions qu'on a déjà eues sur les OGM, sur les nanos, sur le nucléaire, et plein d'autres, on avait mis en place des outils, par exemple, un comité de déontologie, il y en a, donc, il y a des médiateurs, il y a des comités de déontologie dans plein d'endroits, y compris dans les États. Et donc, moi aussi, c'est une chose que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait créer autre chose pour l'IA ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait créer un comité dédié à l'IA ? Et pourquoi finalement ces structures qu'on a mis en place dans les entités, dans les pays, dans les endroits, dans les organisations, ne sont pas celles-là, finalement, voilà. Alors que finalement, la question, c'est les usages, les implications, et pourquoi, voilà. Et donc, est-ce que c'est... Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, il y a des gens qui, juste à titre, disent qu'en fait, l'IA est une telle boîte noire, un tel degré de complexité, que ça ne peut pas passer sa reine là. Mais non,
peut-être que du coup, il faut expliquer à ces arènes-là comment le faire. J'ai du mal à comprendre finalement pourquoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est justement un biais médiatique? Est-ce que c'est parce qu'il y a des enjeux marketing? C'est une hypothèse que vous avez avancée et je ne sais pas. J'irai pas jusque là puisque je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais donc voilà, pour moi, c'est plus finalement les mêmes types d'incertitudes, d'ignorance et de questions que j'ai déjà vu dans beaucoup d'autres cas. Et pour moi, qui on met pour traiter de ces questions, c'est un enjeu fondamental. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu avant dans les autres formes d'expertise risque. Si on n'a pas et donc en ça je rejoins tout ce que vous avez dit sur la multidisciplinarité, le framework que vous avez cité de Sigloé, Owen et voilà, tout à fait, enfin voilà. Et alors ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que dans la présentation qui a été faite, on disait oui, il y a ces frameworks, mais d'autre côté, il y a le monde de l'innovation, des startups, eux continuent. Voilà. En fait, Digital Catapult, donc c'est comme les BPI, Digital Catapult, c'est eux qui accompagnent les startups et qui essaient de les développer en Angleterre. Ils ont créé un framework. Ils demandent à ces startups, et alors j'ai regardé par rapport à produit, process, objectif, eux c'est donc produit, ils l'ont mis, Know and manage your risk, et ça inclut unforeseen risk. Data responsibility, donc ça inclut parce qu'il faut accéder à la donnée pour entraîner les IA. Donc ils ont mis cette spécificité quand même. Be worthy of trust, donc là ils incluent toutes les questions de gouvernance, de prise de décision, d'auditabilité, etc. La diversité, l'equality, l'inclusion, donc là on le retrouve aussi. Et enfin l'openness, donc aussi ouvrir le code pour avoir des gens extérieurs qui regardent. Et ils vont jusqu'à inclure le business model en disant finalement quel est le modèle économique et est-ce que économiquement ce modèle est juste ou pas juste. Donc un truc qui m'amuse beaucoup, c'est finalement de me dire que il ne faudrait pas non plus qu'on dise qu'il y a deux choses qui évoluent complètement séparément. Non. Pour la première fois, on voit, c'est rare, en tout cas quand on voyait les gens qui accompagnaient des startups à l'époque des OGN, de la biologie de synthèse, etc., on a rarement vu ces gens-là s'inspirer d'articles académiques comme ils le font aujourd'hui pour produire des versions start-upisées dans la forme de ces recommandations. Voilà. Donc personnellement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du passé, c'est-à-dire sur comment est-ce qu'on a traité les autres enjeux éthiques. En fait, en prospective, on dit que pour se projeter dans l'avenir, pour savoir à 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut regarder autant d'années en arrière. Et je trouve qu'il y a une forme d'aveuglement à prendre toujours cette question pour une question nouvelle, une question d'aujourd'hui, et de ne pas faire ce lien. Donc moi, je dirais, arrêtons de positionner la différence, mais regardons dans le passé les points communs et les liens, parce qu'on a eu cet enjeu-là sur d'autres sujets. Voilà, c'était un peu, en essayant de combiner le PowerPoint avec votre présentation et pour essayer de rebondir. Tu veux présenter ? Alors, peut-être laisser un droit de réponse... Surtout à cette dernière question. Surtout à cette dernière question ou Non, je partage assez largement ce qui a été dit. Évidemment, j'ai un peu durci le trait dans mon sens. Et après, je pense, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, que d'abord, évidemment, il y a une conscience du besoin de responsabilité sociale ou d'affichage de responsabilité sociale des entreprises, mais finalement ça produit le même effet qui monte et qui fait que, y compris du côté du consommateur, il y a une pression qui fait que ça change. Après, je ne suis pas persuadé toujours que ce genre de soucis soit toujours au cœur du business et dans les grands groupes et que vous parliez des accélérateurs de start-up. Alors effectivement, j'ai vu passer cet exemple, mais je pense qu'il y a encore un travail à faire. Alors, je ne dis pas que c'est inutile, je dis que c'est intéressant, mais pour que ça devienne vraiment quelque chose qui soit au cœur de la culture générale de cet univers-là, si tant est que ça puisse le devenir. Et dans moi, beaucoup de programmes d'accélération que je vois, par exemple en France et à Paris, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire, peut-être d'ailleurs de la part des éthiciens, pour introduire ce genre de concept, et qui est quand même encore, je trouve... et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment c'est structuré dans les grandes entreprises. On a des directions de l'engagement, des directions de la RSE, mais qui n'ont pas forcément toujours la main sur le core business et sur la capacité à influencer sur la stratégie. Vous parlez de prendre des exemples comparables. Quand on voit par exemple dans la finance, tout ce qui est finance verte, on voit bien que c'est aussi souvent développé comme un module à part qui permet un peu derrière de justifier ce qui est fait et qui pèse pas forcément au cœur de ce qui est les dynamiques d'investissement centrales, etc. Voilà. Mais pour le reste, je partage ce que vous avez dit, avec peut-être un peu moins d'optimisme par rapport à ce que ça pèse dans... On dit que je suis optimiste, moi je suis pessimiste. Très bien, merci beaucoup. Alors moi je vais juste poser une question assez rapide qui va nous ramener un petit peu aux questions fil rouge de notre séminaire, et je voulais vous interroger un petit peu sur
sur la façon de comprendre et d'appréhender la différence peut-être entre ces notions de risque et d'incertitude, justement dans le cadre du développement des intelligences artificielles ou dans le cadre des innovations technologiques. Dans vos propos, j'ai entendu beaucoup le terme de risque, mais finalement très peu le terme d'incertitude. Donc je voulais savoir comment vous l'appréhendez, ce concept, dans votre pratique et dans vos réflexions, tout simplement. Oui, donc je vais commencer. Alors déjà, la réponse sur CR et business. Moi, après, je n'ai pas la solution non plus à ça et comment on fait ça partout et dans toutes les entreprises. La seule chose que je me dis, c'est que c'est notre responsabilité à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, là où on est un porteur de l'avenir qui se construit. Donc c'est à chacun d'entre nous de porter ça où qu'on soit, où qu'on travaille, etc. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ma propre éthique personnelle par rapport à ce sujet. Par rapport à risque, incertitude, ignorance et comment je vois ça, je pense qu'il y a plusieurs formes d'incertitude et il y a de plus en plus de typologies aussi des formes d'incertitude. Donc il y a des incertitudes qui peuvent être, comment le présenter d'une façon simple. Il y a des incertitudes qui en fait passent sous le radar parce qu'elles évoluent très lentement. Donc on croit savoir quelque chose, mais en fait ce quelque chose glisse un tout petit peu. Et en fait, du coup, on ne se rend pas compte que incrémentalement, des choses se passent. Et du coup, on pense qu'on le sait, et donc ce n'est plus une incertitude. Et donc, la métaphore que je donnerais, c'est la grenouille qu'on fait chauffer l'eau un tout petit peu en dessous, et donc on raconte toujours que la grenouille finit par mourir, parce que si on mettait une grenouille dans l'eau bouillante, elle sauterait tout de suite parce que c'est trop chaud, mais comme l'eau monte un tout petit peu, la chaleur monte un tout petit peu, elle reste, voilà. Donc ça, c'est une première type d'incertitude qu'on a à voir quand il y a des V1, V2, V3, des technologies qui évoluent comme ça et qu'on ne voit pas. Il y a une deuxième forme d'incertitude qui serait plus ce que j'appellerais les signaux noirs un peu à la Taleb, c'est-à-dire on n'a jamais été en Australie, donc on pense que tous les signes sont blancs, en fait il y a des signes noirs, et c'est qu'à partir du moment qu'on va en Australie, qu'on se rend compte qu'il y a des signes qui ont une autre couleur, et du coup notre cerveau se dit « Ah, on avait tout un angle mort », et en fait on va se rendre compte que il faut qu'on le change. Donc ça c'est un autre type d'incertitude qui est d'un ordre différent, c'est parce qu'on l'a jamais vu avant tel que c'était quand même comme ça, et donc c'est typiquement, le 11 septembre, on n'avait jamais vu des avions civils, voilà. Il y a un troisième truc d'incertitude qui sont plus liés à, je dirais, l'incertitude polémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs camps, plusieurs champs d'expertise qui se battent autour d'un objet, avec ceux qui pensent que ça ira dans un sens, ceux qui pensent que ça ira un autre. Et là, c'est, je pense, une certitude sur laquelle il est plus facile d'agir ou de la détecter que les deux premières, parce que la polémique permet d'apprendre. Et donc le fait d'avoir des lieux de dialogue, de polémique, d'exposition, de parties qui pensent des choses très différentes et qui s'affrontent, et du coup même la judiciarisation, même la médiatisation, même tous ces mécanismes-là, peuvent faire émerger l'incertitude. Voilà. Et ça, l'exemple que je donnerais, c'est le bisphénol A, les faibles doses. Donc le bisphénol A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on a dans certains plastiques, les tétines, les encres de certaines, comment on appelle ça, tickets de caisse par exemple. Et donc là, il y avait des incertitudes qui étaient éclairées et des champs de polémique que l'on pouvait interpréter sociologiquement aussi. Par exemple, finalement, pourquoi il y avait une incertitude ? Il y avait beaucoup de toxicologues qui travaillaient sur ces questions, et pour la toxicologue, c'est le seuil qui fait le poison. Donc il disait, voilà, finalement, sous ce seuil-là, on peut tester, on peut mettre du bisphénol A sur des rats, des souris, on peut voir quand est-ce qu'elles sont malades, et donc on peut avoir une sorte de marge qu'on rajouterait pour un humain, et donc sous cette marge-là, on peut commercialiser du bisphénol A, etc. Et puis il y avait les épidémiologistes qui, eux, suivaient des larges cohortes de Français, et qui disaient, c'est très bizarre, on a des augmentations de problèmes de fertilité chez les hommes, on a plein d'autres problèmes dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, c'est une forme de polémique, et donc il y a une incertitude parce que les différentes scientifiques, les différentes disciplines ne sont pas alignées sur l'évaluation d'un risque, mais cette incertitude, elle est très forte, parce que voilà, à cette époque, la question des faibles doses, est-ce qu'il fallait ou pas laisser voilà, mais elle est différente parce qu'on peut l'éclairer, et donc du fait qu'il y ait cette polémique, on peut la saisir, on peut l'attraper. Donc pour moi, et après il y a encore beaucoup d'autres formes d'incertitude, mais donc classer ou essayer d'avoir des typologies d'incertitude peut aider à éclairer les objets que l'on a à faire, et après peut-être aussi raisonner par analogie, en disant finalement,
Qu'est-ce qu'on n'a pas su bien faire, par exemple, pour le 11 septembre, pour se dire quels pourraient être les signaux noirs de demain, ou quels sont les grenouilles dans des casseroles d'eau qui sont en train de bouillir pas à pas, donc par l'analogie. Alors après, la limite de l'analogie, c'est que les gens disent, oui, mais l'analogie, on prenne toutes les incertitudes en regardant ce qui a déjà existé dans le passé, et donc tout ce qui n'est pas dans notre passé, dans notre histoire, on le rate. Et d'où la méthode contrefactuelle. Et les méthodes contrefactuelles, c'est vraiment hyper utile pour un prospectiviste, parce que comme le prospectiviste regarde autant d'années en arrière qu'en avant, s'il ne fait qu'en se basant sur l'histoire, il va rater des choses. Et donc tout un champ de la prospective qui nous dit, on va passer par le contrefactuel. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une analyse contrefactuelle. C'est bon ? Ok, super. Quand j'enseigne, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est bien. Donc voilà, donc là aussi, c'est de se dire, la seule façon de sortir de ce schéma purement analogique, c'est de passer par le contrefactuel. Et après aussi, je soutiens ce qui a été dit avant, sur tout ce qui est très à la mode, tout ce qui est critical design, fiction design, speculative design, en disant que la fiction, l'imaginaire, peut nous aider. Et là, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis avec tout ce qui est hard science fiction, c'est-à-dire c'est des gens, par exemple, qui sont experts des nanotechnologies et qui écrivent des romans de science-fiction en mettant juste une petite modification, un élément de fiction dans toute une trame réelle. Et en faisant ça, ils pensent toucher à des zones d'incertitude, à les éclairer différemment par la fiction. Et personnellement, je crois beaucoup que le roman ou toute autre forme d'art est absolument indispensable, et pour penser l'avenir, et pour regarder l'incertitude. Voilà, réponse un peu longue, mais j'espère que ça répond un peu quand même. Prenez le temps de développer sans problème. Romain, peut-être. Pour pas répéter, et sur un champ un peu différent, j'ai envie de vous répondre avec ma casquette, ancienne casquette, institution publique, décideur public. Moi, ce qui me frappe de ce que j'ai vu, en tout cas, au niveau d'État, dont on peut vous parler aussi de prestigieux intervenants de la semaine dernière ou de la séance précédente, c'est la contradiction dans laquelle on est actuellement entre, en tout cas, pour ce que je connais un peu bien, qui est la France, des classes dirigeantes et un certain modèle de formation, Grand Corps d'État, ENA, etc., qui était quand même globalement une éducation à la certitude, c'est-à-dire à l'application de modèles de gestion de l'État, économique, financier, de développement qui étaient relativement processés, et qui allait souvent avec une aversion à la prise de risque, avec le fait justement de mettre l'emphase sur le process, la réplication de système appris, et puis le choc qu'il y a avec la situation actuelle, qui ne s'explique pas que par la technologie, mais sur laquelle les technologies ont quand même un impact énorme, c'est-à-dire l'apparition, pour prendre un anglicisme horrible, de game changer, c'est-à-dire de technologies, IA, etc., mais aussi des technologies plus modestes, comme les réseaux sociaux, comme les médias sociaux, qui tout d'un coup, et surtout en fonctionnant ensemble, on pourrait parler aussi d'objets connectés, introduisent leurs innovations, qu'elles soient de rupture ou plus incrémentales, qui sont très très vite massifiées dans la population, qui sont très vite utilisées, et qui provoque par effet de système des conséquences à tous les niveaux, à toutes les échelles, et qui donc provoquent une espèce de grande incertitude, risque, j'en sais rien, mais qui font dérailler ou qui déjouent en fait les méthodes de gestion de l'État ou les schémas, qu'ils soient idéologiques, managériaux, économiques, avec lesquels les classes dirigeantes étaient classiquement formées en France. Et il en ressort souvent, je pense, une forme d'incompréhension, même sans durcir le trait, et surtout, et ça c'est problématique, une espèce d'aversion à la prise de risque qui fait qu'on est très très mal armé pour faire face à ça. Et je pense que c'est évidemment pas sans lien avec actuellement, vous savez, c'est une idée à la mode que la technologie pourrait finalement favoriser l'illibéralisme, le retour de régimes autoritaires, et je pense que les régimes démocratiques, et notamment sociodémocrates classiques, qui avaient beaucoup été finalement produits beaucoup dirigés par des gens qui étaient plutôt dans une intelligence processée et qui fuyaient l'incertitude, sont très très mal armés par rapport à la situation qu'on a actuellement. Voilà, donc c'est un sentiment, et je pense qui est très très lié aussi à la formation des élites, au type des élites, et à la forte endogamie et homogénéité des personnes qu'on retrouve à la tête en France, tant de l'État que des grandes entreprises, et notamment quand elles ont un passé d'entreprise publique. Alors je ne pense pas que ce soit typiquement français, mais en tout cas j'ai vu fonctionner ça en France. Et c'est pour ça qu'il y a un besoin, alors sans être non plus techno-obsessionnel, et je suis d'accord avec ma voisine, sans vouloir à tout prix dire que la situation actuelle, on n'a jamais rien vu pareil, etc. Il y a quand même un besoin, d'une part, d'arriver à varier, c'est vraiment fondamental, les profils au niveau des directions, que ce soit des directions des grandes entreprises, et vraiment des directions, donc pas créer des directions spéciales de ceci, de ça, mais vraiment au cœur de la décision du business stratégie, mettre des gens qui viennent de formation littéraire, qui viennent de formation, parfois même de pas de formation du tout,
pour arriver à varier les points de vue, et avoir des gens qui soient beaucoup plus résilients justement à des situations de forte incertitude où on ne sait pas ce qui se passe parce que trop de changements technologiques, trop de changements d'usage, trop d'incertitudes. Et ça, c'est mon sentiment que moins on a une organisation et une direction qui est diverse du point de vue des profils et du point de vue des histoires, des backgrounds personnels, plus on est fragile par rapport à ce genre de contexte à haut risque où s'ajoute incertitude technologique, bouleversement géopolitique, démographique, écologique, etc. Je vais rebondir là-dessus avec deux choses. Je suis entièrement d'accord avec ce constat. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet de diversité aujourd'hui, aussi notamment dans ce qu'on décide sur l'IA. Parce que à 95%, les data scientists sont des hommes. Donc il y a un vrai enjeu des femmes dans la production de code et d'IA. Première chose. Et deuxième chose, donc quand on regarde quels sont les types de rapports prospectifs que les gens lisent, c'est soit américain, soit chinois. Mais en fait, comment un Nigérien voit son avenir, ou comment un Égyptien voit son avenir, comment un Irakien voit son avenir. Qu'est-ce que lui, il a envie comme avenir, voilà. Et donc il y a un vrai enjeu aussi de diversité dans la conception qu'on se fait d'un avenir commun. Merci. Deux, trois questions. Il faut peut-être ouvrir aussi à l'auditoire. Hein. Alors on a une petite demi-heure. Est-ce qu'il y aura des questions? Oui, parlez bien fort. Au niveau du micro, c'est bien. Je dirige une société qui s'appelle ADED et qui s'occupe d'éthique numérique, donc des algorithmes numériques. Et on travaille notamment dans le secteur de la santé avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Sanofi, Merck, et puis récemment avec l'Observatoire européen pour l'IA en santé. Et en tous les cas, dans le secteur de la santé, on voit des programmes de plus en plus se développer pour justement encadrer tous leurs projets d'un point de vue éthique, tous leurs projets numériques d'un point de vue éthique, en se dotant de référentiels, en se dotant de chartes et en se dotant de référentiels d'évaluation. Et ma question était pour vous, au niveau d'AXA, est-ce que ce sont des démarches qui, entre les recherches que vous financez et toute la promotion que vous faites et qui va porter ses fruits à une échelle de temps qui est un peu éloignée, et la réalité de vos projets qui sont en cours de développement aujourd'hui au sein d'AXA, est-ce que vous faites le bridge entre les deux? Comment vous appréhendez ça opérationnellement? Est-ce qu'il y a des passerelles entre ce que vous faites en études et les opérations? Oui, la réponse est oui. Donc oui, on a ça, et je connais très bien Adèle, j'ai lu toutes vos productions et vos documents, voilà, et oui, donc oui, la réponse est oui. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur? Marc, par rapport au début d'abord merci des informations. Par rapport au début, au cadrage, est-ce qu'il n'y a pas un problème de macro-référentiel au regard des externalités de ce que produit notre système? Parce que l'IA est un fantastique accélérateur, tout un tas de choses, ce sera ma deuxième question, mais sur la première, est-ce qu'on est dans le bon périmètre, avec les bons thermomètres, les bonnes mesures, pour savoir appréhender d'abord quelque chose? Et quand on voit la toxicité du monde dans lequel on est aujourd'hui, en passant de la finance à la bio, à d'autres choses, est-ce qu'on n'est pas avec l'IA en train de vivre une des dernières queues de comète, une technologie qui ne fait que renforcer un modèle dont on a déjà démontré qu'il ne produisait pas grand-chose forcément de bien, excepté peut-être le fait qu'il permet à 9 milliards d'êtres humains d'être sur la Terre, etc. Et ça m'amène à la deuxième question. Tout le monde comprend l'IA parce que tout le monde a peur pour son job. Donc, effectivement, l'OGM, tout ça, c'est peut-être plus loin, mais l'IA, c'est tout de suite. Et c'est dans 2 ans que j'ai plus de job. Face à ce tsunami qui arrive, aujourd'hui, on développe quelques petites méthodes de droite et à gauche, il faut se former, plein de soft skills, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas en ce moment en train de dire, on a là un outil qui permettrait de gérer un nouveau niveau de complexité de la société ou du vivre ensemble? Et si oui, comment des groupes, quand vous travaillez au niveau des grandes entreprises, etc., vous posez le diagnostic de ce vivre ensemble, comment on lui donne une consistance? Parce qu'il faut que les gens vivent, qu'ils aient un salaire, qu'ils aient une modalité d'existence. Donc j'ai ces 2 points-là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer? Donc sur le premier, donc c'est sur la mesure de l'impact. Il y a toute une évolution aujourd'hui sur la mesure d'impact. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
Je dis pas qu'ils ont craqué les choses, mais effectivement, je suis très d'accord avec vous sur quel est l'outil de mesure. Moi-même, étant sociologue constructiviste, je suis très critique des outils. Voilà, on a tendance à croire que parce qu'on a le chiffre, c'est la preuve, etc. Et voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec déconstruire les outils existants et avoir une analyse critique de ce qu'on appelle aujourd'hui une mesure d'impact, comment c'est calculé, etc. Je pense qu'il y a tout un pan de recherche à faire là-dessus. Sur la deuxième question qui était plus sur l'emploi. Donc oui, moi je m'intéresse beaucoup à l'avenir du travail. C'est un de mes sujets de recherche en ce moment. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas la réponse par rapport à l'immigration, etc. et que les réponses qu'on voit aujourd'hui ne sont pas à la mesure. Voilà, je suis entièrement aussi d'accord. Mais après, là aussi, moi ce qui me fait peur, c'est qu'on parle vraiment, je sais pas moi, de l'IA et l'emploi. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on parle pas des migrants et de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions et millions de migrants, des gens qui sont médecins en Irak et qui ici se retrouvent gardiens d'école, alors qu'on n'a pas assez de médecins. Donc je comprends pas. Et quand aujourd'hui, je vois les réactions, alors qu'en fait, l'immigration aujourd'hui, c'est rien par rapport aux migrations climatiques qu'on aura dans demain, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que là aussi, la façon dont on a cadré la discussion sur l'avenir du travail, elle n'est pas assez systémique et globale, et que finalement l'IA, c'est le petit truc que tout le monde ne fait que parler de ça, alors qu'en fait, il y a plein d'autres enjeux. Donc voilà. Encore sur le travail, déjà il y a... Alors, je pense que ma voisine connaît beaucoup mieux que le sujet que moi, mais je pense d'abord que c'est compliqué d'arriver à avoir une vision claire de quel impact, à quel horizon et avec quelle intensité. J'ai le sentiment, moi, dans les études que j'ai vues passer, qu'elles soient des études émanant de l'État, de cabinets de conseil privés, qu'on est quand même parfois dans des évaluations de destruction d'emplois qui vont du simple au quadruple, avec oui, les cols blancs sont impactés ou non, à partir de quel moment. Donc je pense qu'on est quand même dans une forme de flou. Il y a des vrais temps. Alors après, ce qu'on peut dire qui est tangible, c'est qu'il y a des recherches et des tentatives de production, par exemple, d'IA qui remplacent des métiers intellectuels. J'en ai vu passer un il y a pas longtemps, qui était d'essayer de faire, par exemple, du conseil automatisé à des petites entreprises qui n'ont pas accès à des cabinets de conseil pour faire de la restructuration, du conseil stratégie, etc. Est-ce qu'on pourrait pas inventer des IA qui analysent automatiquement les données, qui puissent dire de développer plus tel axe ou tel autre. Ce qu'on voit sur cet exemple-là qui est intéressant, parce que là c'est vraiment un projet que j'ai vu passer qui est extrêmement concret avec le CNRS, et donc on est sur des choses là petites et à portée, c'est que si par exemple un système de genre se développe, on voit bien que on va pas être dans quelque chose qui va démolir Accenture ou autre, mais qui va plutôt donner accès au conseil à une catégorie d'entreprises, en l'occurrence les PME, qui n'auraient jamais, sinon ou l'argent, ou même l'idée de pouvoir faire appel à Accenture, EY, qui sais-je d'autres, pour avoir justement affaire à ce métier. Donc, il y a déjà quelque chose qui est, à mon avis, compliqué aussi à prendre en compte, c'est finalement, admettons même que cette uberisation, remplacement arrive, qu'est-ce qu'elle va vraiment impacter? Est-ce qu'elle va pas simplement créer des nouveaux métiers? Et ce qu'on peut imaginer peut-être aussi, c'est qu'il y aurait probablement, et ça c'est par ailleurs un risque, une forme de stratification où il faudrait payer, avoir beaucoup de moyens pour avoir accès à du conseil humain, et peut-être que l'IA, elle se concentrerait sur du conseil bas de gamme, moyenne gamme, ce qui pourrait créer une nouvelle inégalité. Ou au contraire, une nouvelle forme d'égalité, si ça pouvait donner accès à des services qui auparavant étaient trop chers. Donc voilà, c'est un petit exemple que je prends parce qu'il est à la fois sur un cas concret et on voit que c'est là-dessus, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que dire, oh mon Dieu, demain on va être, alors, par exemple, il y avait eu un buzz il y a un an, un grand groupe de communication, je crois que c'est Ogilvy, avait dit, on a remplacé dans une de nos branches un directeur artistique par une IA. Voilà. Alors on revient sur le marketing de l'IA, c'est dire c'est formidable, etc. Derrière, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça a produit, ça c'est une toute autre histoire. Donc il faut faire attention et surtout, comme le disait madame, ne pas aussi se tromper de débat. Aujourd'hui, est-ce que le débat il est là ou est-ce qu'il est sur effectivement des enjeux alors beaucoup moins sexy mais qui sont tout aussi importants, massifs et que bizarrement on les prend moins en compte parce que d'abord c'est plus sombre, c'est moins drôle à discuter et puis c'est pas le côté science-fiction. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, ne pas se faire avoir aussi, j'insiste là-dessus, par le marketing, parce que c'est un sujet vendeur, donc on produit des études, donc des entreprises mettent en place des initiatives comme celles que j'ai décrites, je sais plus si c'était Ogilvy ou une autre boîte de com, et il faut toujours essayer un peu de revenir, garder la tête froide et regarder derrière qu'est-ce qu'il y a vraiment, quels sont les impacts réels, etc. Toujours dans l'idée qu'il peut y avoir des nouveaux métiers qui sont inventés, par exemple. Il y a aussi ce concept, alors je ne sais pas ce qui vaudra au bout du compte, mais qui est porté actuellement par Microsoft et qui fait ça avec Simplon, qui est le leader en France de la formation numérique inclusive, c'est dire on aura besoin à côté des data scientists ou des concepteurs d'IA de haut niveau, des techniciens de l'IA, donc des gens qui n'auront pas peut-être le même niveau de formation, qui sont l'équivalent aujourd'hui, voilà la différence entre un technicien supérieur et un ingénieur ou un docteur, et qui pourront faire de l'entraînement d'IA, faire de la modification à la marge. Et Simplon, qui par ailleurs en France est le leader
de la formation au métier du numérique, des gens, des décrocheurs scolaires, des personnes qui sont au chômage, etc. Voilà, c'est associé à Microsoft pour créer une nouvelle formation qui produit pas forcément des stars de l'IA, mais des gens qui auront un plus petit niveau de qualification, mais qui pourront intervenir. Donc ça pour dire que arriver à faire la somme algébrique de se dire combien de métiers vont disparaître, combien vont être créés, à quelle échéance, je pense qu'on est quand même sur, pour le coup, de la vraie science-fiction et que c'est, à mon sens, de ce que j'ai vu en tout cas, compliqué d'arriver à se projeter et à faire des prédictions à 5, 10, 15 ans avec un bon degré pour le coup de certitude, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, mademoiselle. Est-ce que vous pensez qu'on va tomber dans une loupe de IA, c'est-à-dire on aurait un IA pour l'IA, c'est-à-dire remplacer les techniciens et tous les gens que vous parlez qui vont travailler juste pour créer encore un truc qui va lui-même fixer tout. Si on avait fait ça, on peut faire ça. J'aime beaucoup la mise en abîme, c'est très intéressant comme question. Non, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a peu avec quelqu'un qui me racontait que il avait essayé d'utiliser un bot pour gérer son agenda, etc. Il y en a beaucoup qui font ça, je ne citerai pas non, mais il y a beaucoup de boîtes qui vendent ça. Et en fait, d'habitude, son bot appelle des humains pour fixer des rendez-vous, etc. Enfin, ou écrit plutôt des mails. Et là, en fait, son bot a appelé quelqu'un qui avait aussi un bot. Et en fait, les deux bots n'ont pas réussi à communiquer et à trouver un rendez-vous. Et voilà, et donc ça m'a vraiment fait rire parce qu'il me disait, je me suis dit ce jour-là, est-ce que demain on aura tous un bot? Et donc il y aura des gens pourront interagir avec notre bot et les bots interagiront en nous pour régler nos vies à nous les humains. Puis de temps en temps, nous les humains, on se verra quand même, etc. Et donc ça m'a vraiment interpellée, sachant que lui ne parlait pas de dans 10 ans, il parlait d'un exemple qu'il avait vécu aujourd'hui, mais c'est pas quelqu'un qui vit en Europe, c'est quelqu'un qui est loin d'ici. Et ça m'a quand même bien intriguée, donc je me suis dit que c'était le début des mises en abîme, et donc en vous écoutant, c'est cette anecdote que je réentends. Là, vous avez des vidéos sur YouTube de personnes qui s'amusent à mettre en place différents assistants personnels vocaux, type Siri, Alexa d'Amazon, et à les faire parler entre eux en déclenchant des boucles d'interaction. Bon. Alors là, on est plus dans la rigolade, dans le petit hack de technologie existante, mais bon, je pense qu'en faisant pour le coup de la prospective sur le coin du comptoir, mais il est probable, notamment avec ces objectifs de ce qu'on appelle le deep learning, d'arriver à un moment à avoir des formes d'IA qui soient indépendantes de ce point de vue-là, qui s'auto-entretiennent, mais bon, là encore, je pense qu'on est quand même... Il y a des problèmes plus immédiats avant d'arriver à ce genre de situation, quoi. Des artistes travaillent là-dessus aussi. Je pense à une œuvre qui s'appelle Dada Data. Donc c'était, je ne sais pas si vous connaissez Dada Data. Donc c'est une œuvre où, par exemple, il y a beaucoup, par exemple, d'enfants qui partent faire un an d'études, à Singapour pendant que leurs parents restent à Paris. Et donc l'enfant peut, par exemple, laisser des messages à son parent. Ça fait sortir comme un ticket de caisse chez le parent, c'est cette œuvre d'art. Et donc l'enfant parle, et donc soit où l'étudiant parle comme ça à distance, et donc soit la machine comprend le mot, et donc elle met vraiment ce que dit la personne, mais soit si elle comprend pas, ou il y a des mots qui mangent, elle va inventer n'importe quoi. Et donc ça fait dada data, donc ça fait que dans une famille on peut communiquer, mais il y a cette dada de la communication de ce bot. Donc oui, beaucoup d'artistes travaillent aujourd'hui sur cette interface homme-machine de demain. Voilà. Je ne sais pas qu'ils ont des réponses, mais c'est une autre façon de nous interpeller. Dada data. En tout cas, amusez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller tester les chatbots que vous avez sur les sites et vous verrez qu'on est quand même encore très très loin de la singularité. Voilà. Alors, il y avait une question par ici. Najib, je suis doctorant en épistémologie. J'aurais une double question. La première, ça porte d'ordre général. Alors, vous avez soulevé un point où vous disiez que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose d'extraordinairement spécifique, c'est une innovation parmi deux. Il me semble qu'il y a quand même une particularité, c'est celle de la décision. La responsabilité quant à la décision, elle se pose ici. Pour le cas du nucléaire, ça ne se pose pas, parce qu'il y a quelqu'un qui va appuyer dessus. Et là, concernant l'intelligence artificielle, elle a tendance à diffuser un peu la responsabilité dans le cadre de la chaîne d'action. Et donc, est-ce que là, il n'y a pas une spécificité, et est-ce que la réponse ne serait pas plutôt d'ordre juridique, simplement, dire qui est responsable dans le cadre lorsqu'on fait intervenir de l'intelligence artificielle? Alors, pour moi, la décision reste quand même humaine, parce que c'est un humain qui fait une IA, et on pourrait dire que quand on fait la biologie de synthèse, etc., et que des gènes après se croisent, etc., qu'est-ce que les gènes décident? Donc, vous voyez, je vois pas de spécificité. Et pour moi, on reste dans les deux cas, c'est l'humain qui crée la biologie de synthèse, c'est l'humain qui fait de l'IA. Et après, effectivement, les gènes se croisent différemment, et on peut pas prédire comment les gènes se croisent, de même qu'on peut pas prédire... Voilà, donc c'est pour ça que je fais pas quand même de différence. Je sais pas si ça répond. Mais... On parle de la responsabilité de l'inventeur, en fait, c'est ça? Oui, ouais. Mais c'est pas celle-là qui est plutôt ciblée. En général, on parle de la responsabilité, par exemple, lorsqu'on parle
des machines tueuses, en quelque sorte. On parle de la qualité de la machine. Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est la personne qui a appuyé dessus, qui a lancé la machine? Est-ce que c'est l'inventeur de la machine? Est-ce que la personne qui a financé la machine? On peut se poser la question de sa responsabilité. J'aurais une question plus concrète. Ça concerne les billets. Tout à l'heure, on vous a présenté un exemple très drôle, celui de Google qui confond un gorille et un être humain. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que vous faites au sein d'AXA pour éviter ces erreurs de profilage, ces biais de profilage? Oula, c'est une question très compliquée. Mais c'est une question très intéressante. Vous n'assurez pas les gorilles, a priori. Non, mais ça pourrait arriver, parce qu'il y a des assurances d'animaux domestiques. Donc si vous avez un gorille animal domestique, ça se trouve, on assure des gorilles. J'en mettrai pas ma main au feu ce soir. Éventuellement dans les eaux, d'ailleurs. Comment? Dans les eaux, Ben aussi, sûrement, mais tout à fait. Donc c'est pour ça que peut-être nous assurons des gorilles, donc on ne va pas rentrer dans ce débat, qui est très dada, mais voilà. Non, pour revenir sur les biais et beaucoup plus sérieusement. Donc il y a toujours eu des biais dans tout modèle, c'est-à-dire que l'assurance s'appuie par exemple sur des modèles statistiques et aucun modèle statistique ne connaît pas de biais. Donc moi, la première chose que je pense, c'est que chaque modèle a son biais et l'important, c'est de connaître les biais du modèle. Et donc c'est plus comment est-ce qu'on va connaître les nouvelles formes de biais. Première chose que je veux dire. Deuxième chose que je veux dire, qu'est-ce que ça change? Alors il y a tout un débat sur ce qu'on appelle unfair bias, ou aussi ça rejoint toute la publication en ce moment sur implicit discrimination. Donc là je voudrais donner des exemples concrets. Donc dans l'assurance en Europe, lorsqu'on fait une assurance auto, on n'a pas le droit d'utiliser le genre d'une personne. Donc je fais un petit rappel historique. Les femmes ont moins d'accidents que les hommes. Et donc comme le prix d'une assurance dépend de la probabilité calculée d'avoir un accident, le prix des assurances auto pour les femmes était plus faible. Et c'est une décision européenne de dire non, c'est une discrimination. Donc ça pose un vrai débat sur c'est quoi la différence entre une segmentation entre profil de risque et une discrimination. Mais voilà, décision, c'est une discrimination. Donc on supprime cette variable. Dans un modèle statistique, vous pouvez supprimer une variable, supprimer la variable homme-femme. Dans du machine learning, c'est beaucoup plus compliqué. S'il y a la couleur de la voiture, la marque de la voiture et plein d'autres choses, on peut aboutir à ce qu'on appelle un proxy, parce que quand même, globalement, les femmes n'ont pas les mêmes voitures, ou pas les mêmes couleurs de voitures, sans vouloir être genrée dans ma réponse, mais voilà. Et voilà. Et du coup, par exemple, il y a un vrai travail sur comment est-ce qu'on fait par rapport à ce biais-là. Et donc, pas mal de nos chercheurs, nos équipes disent, on peut tester. Comme nous, au final, on sait quand même si le contrat est signé pour monsieur ou pour madame, on peut tester en sortie ce qui sort et vérifier qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et s'il y en a, on peut revenir sur le training dataset, donc l'entraînement de l'algorithme, pour corriger. Mais alors après, la question d'après, c'est oui, mais qu'est-ce que vous faites, par exemple? Comment vous pouvez me prouver que vous ne discriminez pas les gens qui sont, par exemple, je sais pas moi, de couleur noire? Ah ben là, on n'a pas la donnée, parce qu'on n'a pas le droit de dire, alors moi, nous, on va demander à chacun de nos clients la couleur de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, il y a tout un travail de recherche en mathématiques sur est-ce qu'on pourrait débiaiser ou éviter un biais implicite sans avoir la variable que l'on essaye d'éviter. Donc je fais exprès de prendre ces exemples-là parce qu'en fait, on se dit, attention, et moi je suis pour que, évidemment, on n'accède pas à certaines données, et c'est très important. Et de l'autre côté, l'IA pose la question différemment, parce que par exemple, si vous n'accédez pas à la donnée, comment vous faites pour vérifier qu'elle n'ait pas été implicitement remise dans l'analyse? Donc voilà, donc pour moi, le travail sur les biais, il est fondamental, et il est extrêmement compliqué, et on a vraiment besoin de recherche fondamentale pour mieux comprendre les biais de ces nouveaux outils technologiques. Mais voilà, les biais, il y en a toujours eu. Et aussi une chose que je voudrais rajouter, c'est que l'humain a des biais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est une chose qui m'avait étonnée aussi, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, je ne sais pas si vous avez vu, sur... ils ont demandé à des personnes, vous préfériez avoir un conseiller financier humain ou avoir un robot advisor? Selon les pays, les réponses ne sont pas les mêmes. Parce que chez les Américains, ils répondent « je préfère un robot advisor parce qu'il ne gagne pas un voyage au soleil s'il a vendu plus de telle action ou telle obligation à ses clients ». Donc eux, en fait, voyaient le biais comme étant humain, parce qu'ils disent les agents, c'est des commerciaux, et donc le type, à la fin, il veut sa part variable de son salaire, donc moi, je préfère un robot advisor parce que le robot advisor, il n'a pas une part variable ou un voyage au soleil. Et puis d'autres qui disent « non, mais moi, je ne veux pas un robot advisor, il y a des biais dans l'IA, et donc moi, je préfère un humain ». Donc en fait, pour regarder les résultats des études, c'est pas du tout la même analyse des personnes interrogées quand on essaie de comprendre leurs réponses. Très bien, on a encore la place pour une ou deux questions. Allez-y. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question qui pourrait faire le lien entre le débat passionnant sur la technologie du chômage et puis le monde de l'assurance.
C'est vrai qu'il faut ni être trop technophile, ni trop technophobe, donc même si la technologie ne va pas forcément remplacer tous les gens, enfin disparaître au sens propre des professions, c'est vrai que si elle permet des gains de productivité tels qu'on a moins besoin de main-d'œuvre pour faire le même travail qu'avant, on peut quand même tabler, pas forcément sur 100% de chômage, mais peut-être sur 20-30%, ce qui est déjà très compliqué à gérer socialement. Et du coup, ma question, c'est de savoir, puisque les risques aujourd'hui sont de moins en moins couverts par les entreprises, de moins en moins couverts par la société, que la responsabilité du risque pèse de plus en plus sur l'individu, que l'État, dans le même temps, a l'air de se désengager un peu et n'arrive pas vraiment à réinventer ses modèles de protection sociale, est-ce que dans ce contexte-là, l'assurance pourrait avoir son mot à dire et son rôle à jouer pour couvrir l'individu face à ces nouveaux risques? Ok. Oui. Alors effectivement, donc le modèle de l'assurance, c'est de permettre l'innovation. Donc en fait, pourquoi est-ce que l'assurance est née? C'est au départ, c'est des gens qui voulaient prendre des bateaux et aller très très loin, découvrir des nouveaux continents. Et si il n'y a pas une assurance, qu'est-ce qui fait que j'accepte de monter dans le bateau et de partir découvrir, voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas d'assurance, par exemple du véhicule autonome, aucune ville va laisser rouler un véhicule autonome dans ses rues. Voilà. Donc oui, il y a un lien très fort entre innovation et assurance. Deuxième chose, oui, il y a aujourd'hui des mailles qui sont non couvertes et où on peut essayer de trouver des solutions. Et elles sont à développer. Et donc, typiquement, donc chez AXA, on réfléchit beaucoup à comment on couvre les fameux gig workers, donc par exemple les chauffeurs Uber, les chauffeurs Deliveroo, etc. Donc on a créé un partenariat AXA-Uber, un partenariat AXA-Deliveroo pour leur apporter une couverture sociale. Donc oui, moi je pense qu'il y a sans arrêt une analyse des risques émergents à faire, pour savoir quels sont les nouveaux risques, et donc nous on a un service dédié aux risques émergents, et qui fait ça, et on a toujours à se poser la question de comment est-ce qu'on couvre ce risque. Après, ce qui reste, pour revenir sur l'incertitude, et pour pas dévier du sujet, ce qui reste très compliqué, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'on fait dans l'assurance pour savoir le prix d'une assurance? Et je voudrais donner un exemple vraiment très pratico-pratique, c'est que quand vous achetez une voiture, vous savez combien coûte de faire un moteur, combien coûtent les pneus, combien coûte, je sais pas moi, peindre la voiture, etc. Vous rajoutez une marge et ça vous dit, voilà, madame, votre voiture, elle coûte tant. Mais si madame veut une assurance sur une assurance voiture pour quand elle va conduire, comment je fais pour... En fait, je sais pas, parce qu'en fait, le coût qu'il y aura, il sera demain. Peut-être elle aura un accident de voiture, peut-être sa voiture se fera voler, peut-être sa voiture sera égratignée, peut-être elle va crever sur l'autoroute. Mais aujourd'hui, j'en sais rien. Et donc, je peux pas dire, j'ai ce coût, je rajoute ma marge, et voilà mon prix. Et donc, je suis obligée d'accéder à de la donnée et pouvoir me dire, ok, a priori, quel serait à peu près son profil? Et donc, c'est pour ça que c'est un métier compliqué, et c'est pour ça qu'on a besoin d'accéder à la donnée, et c'est pour ça. Et alors, après, quels sont les problèmes? Soit on se trompe, on fait payer trop peu, en tout cas, c'est une catastrophe, parce qu'après, quand les clients ont des accidents, il n'y a plus d'argent, on n'a pas assez. Soit on fait payer trop, mais ça marche pas non plus, parce qu'on est dans une concurrence. Et donc, si nous, on a un prix qui est plus cher, les gens, ils vont aller chez concurrence, ce qui est logique. Et voilà. Et donc, toute la question, c'est comment on juste prix. Et du coup, comment on fait quand ça n'a jamais existé? Comment on fait quand c'est un métier complètement nouveau qu'il faut assurer? Ou comment on fait quand c'est un véhicule autonome, alors que ce qu'on sait, c'est les erreurs humaines? Puisque ça fait des décennies qu'on assure des gens et qu'on connaît l'erreur humaine. Donc, vous voyez, c'est ça. Et donc là, il faut trouver un nouveau moyen de savoir quel prix ça a, en anticipant quelque chose. Et c'est une vraie incertitude, puisqu'on ne peut pas savoir demain qu'est-ce qui va se passer comme accident. Et donc c'est en ça absolument passionnant de faire de la prospective dans l'assurance. Parce qu'on a besoin d'assurance pour pouvoir innover, mais pour pouvoir innover, il faut comprendre, du coup, il y a beaucoup d'incertitudes, et comment est-ce qu'on fait pour, malgré les incertitudes, trouver quand même une quantification, et donc potentiellement un modèle, et donc potentiellement une couverture. Voilà, encore aussi une longue réponse, mais après essayer de... Merci. Alors une dernière question, très rapide. Bon, c'est bon, on a fait le tour de la question. Bon, écoutez, alors une très rapide. On parle de risque. Quel est le risque pour que l'assurance, dans 20 ans, les métiers d'assurance tels qu'ils sont actuellement, disparaissent lorsqu'on rassemble à la fois la blockchain, la DAO, et l'intelligence artificielle? Parce que la DAO pour collecter les fonds, l'intelligence artificielle pour évaluer les risques. Si on les met ensemble, il y a besoin d'une compagnie d'assurance. Peut-être, hein. Ça peut être un des scénarios. Non, vraiment, je pense que si on se met à horizon 50, 100 ans, 150 ans, 200 ans, le temps très 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 long,
Effectivement, moi je fais partie des gens qui acceptent des scénarios aussi out of the box, c'est-à-dire il peut se passer beaucoup de choses. Donc effectivement, et peut-être ça s'appellera autrement, peut-être que ça sera fait autrement. Sur le très 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 long terme, mais peut-être que sur des très 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 long terme, ce bâtiment n'existera plus. Donc je pense que ça peut être un signal noir, Je pense, pour compléter, qu'il y a aussi un fort risque, si j'ose dire, d'intégration verticale, et qu'à un moment, que les entreprises qui détiennent la data, ou qui la récupèrent avec des alliances industrielles qui sont parfois, me semblent un peu hasardeuses, puissent après se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que j'irais pas construire le service moi-même? Et quand on voit actuellement toute la vague d'alliances, notamment dans la grande distribution en France, avec des acteurs étrangers, chinois, américains, pour apporter l'expertise data, moi je trouve ça d'un point de vue stratégique assez inquiétant et assez douteux. Et après c'est aussi une réalité, parce que peut-être que cet univers-là professionnel n'a pas fait assez vite sa révolution data, mais une fois que des tierces parties technologiques disposeront des modèles de rentabilité, toute l'information, est-ce qu'arriver à dupliquer le système ou arriver à les concurrencer, Carrefour aux entreprises, en réinventant leur métier une fois que la connaissance et la data a été absorbée, est-ce que c'est très compliqué? J'en suis pas si certain. Donc moi je crois moins peut-être à une disparition peut-être des métiers qu'à l'absorption de secteurs actuels qui sont, je dirais, en amont, en aval, en aval, c'est ça, par des secteurs amont, par des gens technologiques qui finalement à un moment peuvent se dire, mais finalement on a les briques de connaissances, on détient le pétrole qui est la donnée, on a l'ingénierie algorithmique et autres, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas simplement concurrencer et écraser? C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour prendre un exemple minime, sur toutes les entreprises, il y en avait en France qui étaient des comparateurs de prix sur Internet et qui ont été broyés par Google, qui a petit à petit coupé l'accès à la donnée, a copié leurs services et les a concurrencés jusqu'au point où aujourd'hui, ce secteur-là qui était florissant à une époque en France est quasiment mort-vivant, voire disparu. C'était un métier différent de Google. Google détenait l'accès à l'information, voyait comment ils fonctionnaient, petit à petit a réduit leur visibilité dans le moteur de recherche, et puis après les a simplement écrasés en les copiant avec ses propres services. Donc il me semble qu'il y a quand même toute une série de secteurs, et notamment ceux qui ne contrôlent pas directement une donnée physique, une matière physique, encore que je pense que l'exemple du retail montre que même là il y a un risque, qui peuvent être à un moment écrasés ou absorbés si on ne fait pas attention. Et là c'est aussi un problème de réglementation internationale, d'action au niveau des États. C'est un risque qui me semble pour le coup très 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 proche et réel, quoi. Non, c'est le dernier mot, c'est le plus important, c'est merci. Merci mille fois à vous deux. On a vraiment tout fait le tour d'horizon là, ce soir. Je suis vraiment très heureux. C'est exactement ce que je cherchais à faire et merci.